on est un peu plus nombreux que quand on a commencé tout à l'heure à l'heure pile. Et Du coup, on peut recommencer. on peut recommencer. Allez, on recommence. Bienvenue sur ce nouveau Twitch de la garde de nuit. Je suis donc avec Chris. Oui, c'est moi. Et avec Babar des Bois. C'est moi, toujours. Voilà. Et nous allons discuter des dernières annonces de George R. R. Martin sur son blog. Donc on va parler des bébés annonces qu'il a faites sur The Winds of Winter et de tous ses autres projets qui le passionnent nettement plus que The Winds of Winter. Non, c'est pas que ça le passionne plus, c'est que ça le passionne pareil. C'est ce qu'il a dit un peu. Et le problème, il est là. C'est toute une question d'échelle, en fait, finalement. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que vraiment il est content d'avoir plein de super projets pour procrastiner? Moi, je pense qu'il est content de voir son truc qui évolue et qui grandit. Plein de fois, il dit qu'il aime pas écrire. Hein. Enfin, vraiment, c'est quand il avait fini Fire and Blood, il lui a dit enfin, j'aime pas écrire, j'aime bien quand j'ai fini une histoire, mais écrire, j'aime vraiment pas. Et par contre, il aime raconter des histoires. Et donc, le fait de pouvoir étendre et peut-être, je sais pas, passer moins de temps à la rédaction, je sais pas, peut-être que ça l'attire un peu plus, surtout s'il est bloqué sur ce bouquin. Et à mon avis, je vois pas comment ça peut être autrement qu'il est pas bloqué. Voilà. Et je pense que le travail d'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez solitaire. Il y a forcément une émulsion quand tu prépares des projets pour la télé où tu bosses à plusieurs. Et je pense que lui, du coup, ça doit le booster. Je comprends, je pourrais comprendre ce sentiment-là, en tout cas, de le côté, quand je bosse tout seul dans ma cabane sur la montagne, je galère. Et du coup, c'est pas agréable et je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien, je sais pas s'il faut que je continue à retoucher, que je m'arrête. Alors que quand tu vas bosser dans une salle de scénariste, tu ressors, t'as le cerveau, t'es là, ouh, c'est la teuf. Ah, on a changé un peu. Et du coup, à mon avis, il y a ce sentiment-là qui joue. Forcément, quand il y a des gens qui t'appellent pour te dire, ouais, en fait, tel projet, on va le lancer, il y a ça et ça qui se mettent en place, t'es forcément très enthousiaste, t'es forcément un peu plus intéressé que quand toi tu te dis, ah non, je vais retourner galérer dans ma cabane. Et Martin marche en vachement à l'émotion aussi, j'ai l'impression, en mode ouais, il y a plein de nouveaux trucs et tout. Bon, voilà. Après, s'il voulait procrastiner, il avait la NFL déjà. Hein. Franchement, ça lui suffisait. Non, mais c'est pas un procrastinateur, enfin, il taffe, hein, vraiment. C'est juste qu'il taffe pas sur toi, mais le nombre d'autres projets, sans parler des associations, des bourses qu'il met en place, enfin, voilà, il fait pas rien, quoi. Non, je pense pas qu'il fasse rien, ça, clairement. Il fait pas... Je pense qu'il est quand même content d'avoir d'autres activités que toi pour ne pas trop faire de tout. Et je pense qu'il est vraiment tellement bloqué par tout que c'est tellement dur pour lui. C'est une certaine forme de réussite sociale aussi. Hein. Il a commencé un peu tout seul dans son coin, il a fait de la télé mais ça l'a pas pleinement satisfait, il a fait de l'écriture mais visiblement ça le satisfait mais pas autant que de faire des trucs avec d'autres personnes. Du coup, aujourd'hui, il peut, je pense, pleinement faire de la télé comme il a envie, ce qui était peut-être le point de départ avant qu'il écrive Le Trône de Fer. C'était ce qui le bottait vraiment à cette époque-là, quoi. Et puis, comme le dit Esclarmonde, il y a aussi des chances qu'il soit juste complètement dépassé par ses fils d'intrigue. Il a écrit tellement de choses, il sait plus trop où il va. Et je pense que ça l'angoisse aussi énormément de pas savoir où il va, qu'est-ce qu'il fait avec son histoire, et c'est dur, quoi. Ouais, mais ça, du coup, je me demande quel est le rôle des assistants éditoriaux et de son éditeur aussi là-dessus, quoi. Parce que là, pour le coup, tu te demandes, enfin, ça fait 10 ans, il y a quand même des sommes colossales qui sont en jeu dans les droits de publication dans d'autres pays, de traduction et tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et bon, voilà, c'est... Après, je pense que Martin est vachement dans le déni aussi en ce moment de je continue à avancer, mais... Bon, parce que concrètement, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait beaucoup avancé en 2020 et qu'il avait avancé, mais moins, en 2021. Concrètement, c'est ça qui est dans le texte. C'est ça. Donc, alors, un truc où je me pose la question, c'est, il a dit donc qu'en 2020, c'était l'année où il avait le plus avancé depuis le début de l'écriture de ce bouquin. Et en 2016, par contre, il avait dit, ou en 2014, enfin je sais plus exactement quelle date, mais qu'il mettait de côté, je crois que c'était 2016, voire même un petit peu avant, qu'il mettait de côté
tous ses projets pour se consacrer à Tuo. Ce qui fait que, bon, quelque part, il a quand même pas réussi à mettre le pied à l'étrier, même en coupant tous ses autres projets. Et bon, même le confinement n'a pas réussi à le débloquer complètement, puisque s'il a avancé, le bouquin, on l'a toujours pas. Après, il y a eu aussi un effet, c'est ce qu'il disait dans ses notes de blog, c'est que il a beaucoup avancé en 2020, parce que du coup, il y avait les confinements, il y avait tout ça, et en 2021, il a commencé à perdre beaucoup de monde aussi. Donc je pense qu'il est dans un mood émotionnel qui est pas... ouais, ça, je pense que ça joue vachement. Qui est pas ouf, mais bon, en même temps, vu l'âge qu'il a, c'est normal de commencer à perdre des gens dans son entourage, notamment des gens proches, quoi. C'est sûr, mais c'est vrai que son post de blog, du coup, commençait par ah là là, je suis content, 2021 est derrière nous, j'ai perdu énormément d'amis, ce qui déjà, en soi, était assez bizarre à lire quand tu sais comment commence 2022. C'est clair. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement maladroit. Et tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce que font ces assistants, ces éditeurs. Moi, je me demande aussi ce que font ces communicants derrière. Comment on peut les... Enfin, je pense qu'il y a quand même une communication qui est vraiment maladroite sur la façon dont il parle de Tuo, sur la façon dont il parle de plus en plus sur son blog à ses lecteurs qui attendent. Et je sais pas, je pense qu'il est quand même un peu en roue libre. Ces éditeurs, il doit avoir quand même beaucoup de pouvoir face à eux, parce que maintenant c'est une machine de guerre, ce type. Et ces assistants éditoriaux, ils sont jeunes, c'est des très jeunes auteurs qui apprennent. Et du coup, pareil, je pense que il a une relation à eux qui doit... Enfin, ils doivent difficilement pouvoir lui dire « Et Georges, là tu déconnes ». Et je pense que Georges, en plus, c'est pas le genre de personne qui entend les hey, tu déconnes. À mon avis, Georges, c'est plutôt le genre de personne à dire je m'en fous, je fais ce que je veux, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, quelle est la place de... Parce que au-delà de ses assistants éditoriaux, en plus, je crois qu'il en a qu'un. Je sais même pas si c'est encore Ti, tu vois. Mais la question, c'est aussi les éditeurs en eux-mêmes. Parce que pour le coup, eux, je pense qu'ils ont un peu plus de bouteilles que effectivement les assistants éditoriaux ou ces assistants tout court, en fait. Ouais, mais c'est pareil. Je pense que les éditeurs, là, maintenant, ils en sont à un point où ils ont aucun pouvoir sur lui, quoi. Mais je pense qu'il y avait des questions qui s'étaient déjà posées à la sortie de Dance with Dragons sur le pouvoir des éditeurs sur George R. R. Martin, parce que notamment quand tu entendais que la bataille du feu et la bataille de la glace, en gros, avaient été repoussées au tome d'après, qu'il y avait 200 pages qui avaient été coupées, bon, pour des raisons éditoriales, parce que du coup, voilà, mais qu'il y avait d'autres longueurs dans le bouquin, se demander comment les éditeurs bossaient avec lui. Je pense qu'on n'aura pas la réponse, malheureusement, avant un décès de Martin et un éditeur qui ose prendre la parole derrière. En étant tout à fait pessimiste sur cette question, quoi. Alors il y a plein de points sur le chat, notamment on dit mais est-ce que Blood and Fire, donc qui est la suite de Fire and Blood qui a été annoncée, ne pourrait pas calmer les éditeurs de Martin? Moi je pense que non seulement ça va calmer ses éditeurs, mais ça va surtout être un plus pour HBO. En fait, Fire and Blood, faut savoir que c'est sorti parce que HBO avait demandé des idées de séries préquelles et que du coup il a tout écrit sur la danse des dragons, et du coup maintenant ça va sortir en série, c'est House of the Dragons, et là on a appris donc dans son post de blog qu'il avait un certain nombre de pages d'écrits sur la suite de Fire and Blood qui sera Blood and Fire, et moi je me demande à quel point ce n'est pas lié à un projet de série HBO. Les aventures de Dunkelhoff, mais... Les aventures de Dunkelhoff, c'est sûr. Ouais, mais on va y venir, mais... C'est encore autre chose. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, en plus du feu noir quelque part, un truc comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un des éléments de Blood and Fire qui serait un truc pivot d'une des séries d'HBO? Je pense que c'est une possibilité, et c'est Feu noir en plus de la danse. Feu noir en plus de la danse, et en plus avec l'adaptation de Dunkelhoff. Ou à Egon 4 en fait, enfin tu vois tout le côté un peu le côté plus popcorn, tu vois, pas le côté Alors j'ai juste une info là-dessus. Donc qui vient de Helio par rapport parce qu'on se demande quand il parle de ces centaines de pages qui sont écrites sur Blood on Fire.
quelle est la part de ce qui était déjà écrit avant et de la part de ce qui est entre guillemets nouveau, ou en tout cas qui n'était pas avant. C'est que Elio disait que apparemment il y avait du matériel qui avait déjà été écrit sur Iris 2 et sur Aegon 4, mais que ça représentait une part vraiment infinitésimale de ces nouvelles pages, enfin de ces pages. Quand Martin dit il y a des centaines de pages écrites, bah il y a du matos, mais c'est pas beaucoup. Bah, je pense que ça, parce que Fire and Blood, ça venait aussi d'un projet qui était à la base World of Ice and Fire, qui était, quand ça a été lancé, où Elio et Linda lui ont dit on va faire l'encyclopédie du monde, machin, tout ça, on va te filer un coup de main. Lui, il s'est enjaillé, du coup, il a écrit des tartines sur les Targaryen, et ce qui est resté, ça a pendant longtemps été appelé le GRR Marillion. Et on pensait que ça sortirait jamais, et finalement ça sort sous le titre Fire and Blood. Je pense que le matériel qui est déjà prêt, peut-être pour la deuxième partie, pour Blood and Fire, découle peut-être aussi de ce premier travail d'écriture qui avait eu lieu sur World of Ice and Fire, en fait, tout simplement. Mais non, il a écrit plus que ça. Si tu peux juste baisser mon son, apparemment je suis trop forte par rapport au reste à la balance. Un petit peu. Ne coupe pas. Je peux essayer de baisser un petit peu le son, mais ça baissera aussi Chris en même temps que toi. Ah, d'accord. Je parlerai plus fort et plus près du micro, comme ça, et vous verrez que mon front. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Sinon, du coup, alors sur le chat, on nous demande, donc on nous demandait de préciser. Moi, je disais la communication un peu étonnante de début de post de blog de Martin. En fait, c'est que donc effectivement, il disait qu'est-ce que je suis content que 2021 soit passé, parce que le Covid, globalement sous-entendu, le Covid y en a marre, et là enfin ça va mieux. Moi j'ai perdu plein d'amis en 2021, donc enfin Annus Horribilis c'est passé. Or il y a quand même un peu une guerre en Ukraine qui fait beaucoup parler pile au même moment, donc moi j'ai trouvé que c'était un peu maladroit la façon dont c'était tourné. C'est pas, et je comprends que lui il soit bien content de mettre ses deuils derrière lui, mais c'était disons étonnant la façon dont oh génial, on est enfin en 2022, enfin toutes les horreurs sont derrière nous, mec, il y a une guerre qui vient de se déclencher, c'était bizarre. Et puis une guerre de haute intensité aussi, hein, donc c'est vraiment niveau 21e siècle. Coucou. Disons que ça avait un côté un peu déconnecté et qui me fait dire, c'est pareil d'ailleurs avec la façon dont il parlait des deuils qu'il a eu de ses amis dans certains de ses posts de blog, où il disait le monde est horrible, machin, et où tu te disais Georges, écoute, tu es vieux, oui c'est triste de perdre ses amis, on est tous d'accord, mais c'est là aussi on sentait une certaine déconnexion du réel, où on était en pleine pandémie mondiale en fait, donc c'était disons que c'était maladroit quoi. Et je pense qu'il est totalement sincère dans ce qu'il dit. Oui, ça par contre oui. Mais je pense qu'il est maladroit comme un papy maladroit en fait. Il a 75 ans, non, je dis pas de bêtises. 71. Attends. Il est né en 48. 74 du coup. Ouais, donc voilà, c'est quelqu'un qui a un certain âge et il est déconnecté comme un papy. Tu sais, tu vas voir ton grand-père, tu lui parles de ce qui se passe, il te fait ah oui quand même, le masque c'est pas très bien, je préférais quand on voyait le visage des gens quand même. Et t'es là oui papy. Alors est-ce clairement qui dit maintenant remets ce masque et je vais aller faire tes courses. Donc du coup. Et Esclarmonde qui dit la guerre en Ukraine est peut-être moins médiatisée aux USA, pas vraiment, et surtout je pense pas, surtout par rapport à Martin, vu son histoire par rapport à il a vécu la guerre froide, hein, Martin, hein, clairement, il a vécu cette période-là de tension entre les deux blocs, et a priori, en plus il s'intéresse à la politique, hein, donc voilà, mais peut-être qu'il voulait donner un truc un peu plus personnel ou. Mais tu vois, Manurga dit, j'ai l'impression qu'il est très isolé, et c'est peut-être un peu ça, quoi. C'est cette espèce de, tu vois, comme dit Chris, effectivement, c'est un papy qui s'exprime comme un papy, mais aujourd'hui, on n'attend pas forcément de lui. Ce genre de maladresse, c'est surtout un grand auteur qui s'exprime envers un public totalement international. Et qui devrait avoir derrière des communicants qui le relisent et qui lui disent « Georges, ça, c'est peut-être maladroit, il faut que ce soit réécrit. » Et après, on sait pas à quel point son blog, les autres, ils ont un droit de regard dessus ou pas, ou ça se trouve, il a voulu garder en disant « Bah non, mais le blog, je fais ce que je veux dessus, tu vois. » Je sais pas. Il y a plein de questions sans réponse sur la manière de communiquer de Martin. On peut peut-être passer aux annonces. Mais oui.
Il y a peut-être deux, trois questions, je crois, qui finissaient avec Bubu qui disait est-ce qu'il est imaginable qu'un jour ils se disent bon, je suis incapable de finir et est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il prendra conscience de ça? Hugo dit que comment dire, qu'il est persuadé que tout a déjà une version mais que ça a été réécrit. Ça, j'en suis aussi persuadée. C'était je crois en 2017 ou en 2018 où il disait que tout était déjà tellement gros que les éditeurs pensaient le couper en deux. Voilà quoi, du coup c'est... mais c'est sa façon d'écrire. Martin, il écrit, voilà. Il réécrit. Toi, il a dû être jeté au feu à peu près 4 ou 5 fois, quoi. Il doit y avoir un bon paquet de chapitres dont il était très fier, et puis après il s'est rendu compte que finalement ça marchait pas avec telle ou telle autre intrigue, et il a tout jeté. Et je pense que la série télé, en plus, a dû beaucoup le stresser. Le fait d'être rattrapé par la série télé, ça a dû vraiment le mettre dans un très mauvais état d'esprit, et probablement aussi faciliter le fait qu'il devait avoir envie de tout jeter. Ouais, et puis il y a la question de la... En plus, je pense qu'il y a encore un truc, mais on risque de rentrer sur des débats série télé, mais il y a l'effet de... Il y a certaines des intrigues qui ont connu leur conclusion de la saison 8, dont on se doute qu'elles auront pas cette apparence-là, mais qu'elles auront cette finalité-là dans le bouquin, et peut-être se retrouver confronté à des gens qui font « Mais c'est nul !» C'est pas très bien en fait, et du coup tu te dis je vais peut-être changer, mais du coup tu commences à regarder ce qu'il faut changer pour changer ta fin peut-être. Enfin, je pense pas qu'il change sa fin, mais forcément ça le travaille, je pense, derrière. Il y a des gens qui ont dit sa fin avant lui. Surtout dans un roman feuilletonnant comme celui-là. Et quand tu relis ses interviews où il dit que justement il voulait pas faire de la fiction historique parce qu'il aimait pas quand on connaît la fin et qu'il préfère découvrir l'histoire, tu fais bon. Désolé Georges. Voilà, mais bon, ça c'était pour la parenthèse saison 8, tout ça. On va laisser de côté peut-être. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on a à peu près fini sur ce qui fâche, à savoir l'attente de tout. On va peut-être passer à tous les projets qui sont annoncés. Ouais, Blood and Fire, je pense qu'on a un peu étayé ce qu'il y avait à dire dessus. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ah ouais, du coup on passe... Ah oui, non... c'est toi, hein, c'est toi qui as fait le diapo. Hein. Oui. Et comment ça se fait qu'il est là, lui? Normalement, il devrait pas être là. Ah putain, j'ai pas mis les 0 avant les 1 et les 2 et les 3 et les trucs. Du coup, essaye de passer à l'image d'après pour voir. Non. Oui, mais c'est ça, on se tape les numéros 20 avant les numéros avant le numéro 3. Flûte, désolé. Voilà. Bah, c'est pas grave. Alors attends, tu me dis stop. Vas-y. Je te dis stop. Il faudra revenir en arrière du coup à un moment. Ouais. Putain, mais ils sont où? Ah, non, mais c'est dans le bordel. Très bien, parfait. Bah, on peut arriver à celui-là si tu veux. Allez, on s'arrête là. On va s'arrêter là. On se moque de toi, sais pas compter. Grave. Écoute, Attends. Pour Blood and Fire, JRM avait un vieux projet sur Egon 4, de ce que je dis. Oui. Après, c'est tout à l'heure, ouais. C'est que dans World, il avait beaucoup écrit, il y a beaucoup de choses qui ont été... Même avant World, en fait, il avait un projet d'écrire un peu... un truc en narrateur personnel, première personne, avec le point de vue d'Aegon 4. Justement. En fait, c'était avant Tuo, c'était avant Feu et Sang, etc. C'était vraiment une des premières versions qu'il avait. Je crois que c'était en... Je pense que c'était pas en 2009, mais là, faudrait vérifier. Mais c'était un des premiers projets, en fait, embryon de projet. A priori, ça n'a jamais vraiment existé. Mais voilà, ça a été, en tout cas, à un moment donné, dans une vieille interview, c'est ce qu'il dit. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me fait me dire que, justement, le petit coup de pied au cul, ça pourrait peut-être vouloir dire une série sur Egon 4, tu vois. Et c'est bâtard. Parce qu'il aime bien, quoi. Il aime bien, il a déjà des trucs écrits dessus, mais surtout, je pense qu'il a plein de choses dans sa tête sur le sujet, et a priori, ça c'est plus facile à écrire sous cette forme-là que ses livres. Ça lui permet de se changer les idées, donc... Après, les questions que je me pose, moi, par rapport à la deuxième partie de Fire and Blood, par rapport à Blood and Fire et un éventuel tout ce qui est Feu Noir et compagnie, c'est quelle part de révélation autour de l'univers de Martin il y avait dans Tuo et dans... Dream of Spring, c'est ça? Ados. Ados. Dans la suite qui était prévue par rapport à ces époques-là,
que du coup on se ferait spoiler par un bouquin de type histo, tu vois. Qui est aussi une possibilité. Mais parce que c'est vrai que pour le coup, ce qui faisait un peu l'attrait des arcs scénaristiques qui arrivaient dans AFFC, dans Fist for Crows et dans Dance with Dragons, c'était cet apport du côté feu noir et de tout ce qui était finalement, peut-être c'est des trucs en gestation qui sont plus vieux que ce qu'on croit quand on lit les 3 premiers tomes du bouquin. Et en fait, ça qui m'amenait un certain intérêt, en tout cas, notamment dans les relectures. Je trouverais ça dommage de se faire balancer ça dans une chronique de Mestre juste après, sans avoir à le découvrir dans les dialogues, tu vois. Après, moi, je préférerais pas tout, hein, mais... Je préférerais au moins l'avoir dans une chronique de Mestre que dans la série télé Dunkelhoff ou dans la série Egon 4. Ah oui, c'est sûr. Et la série Dunkelhoff, on sait qu'elle va se faire, a priori. Donc, du coup... elle a l'air bien partie pour. Hein. Des histoires de feu noir, il va y en avoir. Parce que surtout s'ils veulent faire une saison, une nouvelle. Hein. En plus, il va falloir développer quand même. Donc, et d'où le fait aussi que, je vous dis, hein, moi, la série Egon 4, moi, je pense que c'est pas pour rien qu'il s'est mis à réécrire du Blood and Fire et que c'était déjà pas pour rien qu'il avait écrit Fire and Blood. Et du coup... Oui, mais on s'en fout, moi je verrai Maekar. C'est le plus important dans la vie. Voilà. Même si je préférais rester un acteur pourri, genre. Ah non, mais ouais, c'est clair, je pense que je vais pleurer, tu vois. Et mais non, mais après, oui, enfin comme toi, je préfère largement avoir du papier, un écrit de Martine qu'une série, qu'une BD, qu'une pièce de théâtre. Hein. Mais bon. C'est pas Egon 4, l'œuf. C'est Egon 5. L'œuf, c'est Egon 5. Ouais. Egon 4, c'est celui qui fout le bordel avant. Et ouais, du coup, il parle aussi quand même d'écrire une nouvelle de Dunkelhoff dans son mais alors ça fait billet de blog. Enfin, ça fait 10 ans. Ça fait longtemps qu'il le dit. Non, mais en fait, ça fait aussi longtemps qu'il avait dit oui, alors mon ordre d'écriture, c'est je fais rien avant que tout sorte. Après, j'écris une nouvelle de Dunkelhoff. Après, j'écris Blood and Fire. Et après, j'écris A Dream of Spring. Bon, alors après. Il a juste un peu changé son ordre, quoi. Après, on sait qu'il faut pas se fier à ce qu'il dit. Ça a jamais été le cas, tu vois. Il y pense sincèrement sur le moment. Il pense sincèrement faire ça. Et puis, après, il s'y tient pas parce qu'il est pas. Il n'accorde pas particulièrement d'importance à ça. Après, comme il dit, si l'inspiration, s'il a un style d'écriture ou c'est en fonction aussi pas mal de l'inspiration ou de facilité d'écriture, peut-être qu'il préfère avancer sur de l'histoire imaginaire qui est plus facile à écrire que sur un truc hyper complexe où chaque mot est scruté en long, en large, en travers depuis 10 ans, tu vois. Donc, et puis, mine de rien, je pense qu'en plus, ces chroniques historiques, il peut plus facilement en déléguer à ses assistants éditoriaux. Ça doit être plus facile de dire ok, là tu regardes, tu vois si ça colle bien. Enfin, à mon avis, il a moins de difficultés à se faire aider là-dessus. Il y a moins le côté personnage point de vue, donc il y a moins ressenti de personnage déjà quand tu lis le truc. C'est plus à froid, quoi. Donc c'est pas le même. Comme tu dis, c'est plus facile à vérifier, c'est plus factuel, quoi, finalement. C'est ça. Il y a du coup qui se moque de Babar en lui suggérant une série sur Maekar en train de bouder à l'estival. Et je m'en fous, c'est Maekar. Alors juste pour resituer, parce que tout le monde ne sait pas forcément qui est Maekar. Donc Maekar, c'est un des personnages des nouvelles de Dunkelhoff. Donc Dunkelhoff, c'est l'image un peu découpée que vous avez à l'écran. Donc en fait, Dunk, c'est un chevalier errant. Qui va prendre sous son aile l'œuf, Egg, qui est en fait le futur Aegon V. Donc c'est vraiment des histoires de chevalerie pure. Maekar, c'est le papa de Aegon. Et enfin, il y a plein d'autres Targaryens à l'époque. Il y a des histoires de tournois, il y a des histoires d'anciennes rébellions, donc les fameuses rébellions Feu Noir. Et tout ça, il y a de la tragédie. Il y a de la tragédie. Moi, c'est le potentiel tragique de Maekar que je kiffe. Voilà. Il y a pas mal de. Il y a un moment où ils vont devoir se heurter au fait que la corneille à 3 yeux va revenir. Hein. dans cette série-là. Ah ouais. Du coup, sous une autre apparence. Forme, mais oui, c'est le moment où il est vivant pour de vrai.
Brendan Rivers, tout ça, donc, effectivement. Et donc, du coup, il y a à ce jour 3 nouvelles qui sont parues. La première va faire une saison de la future série d'Unkelov qui n'a pas encore de titre, qui s'appellera soit The Hedge Knight, soit A Night in the Seven Kingdom. Qui est le titre du truc qui les regroupe tous, non? Exactement. Si je dis pas de conneries. C'est ça, ouais. C'est ça, un chevalier des 7 couronnes. C'est comme ça que s'appelle le recueil en anglais. Donc du coup, c'est des nouvelles, comme ça que c'est court, et c'est un peu bizarre. C'est aussi comme ça que s'appelle l'épisode 2 de la saison 8. Mais voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai. Chris, on va te charger de faire des rappels de la saison 8, que cette saison existe en fait tout au long de ce tweet. Je ne suis là que pour ça. Ouais, c'est pour ça. Il y a Hugo qui demandait pourquoi est-ce que on parle pas d'une adaptation de La Conquête d'Aegon. Je pense que la réponse de Rozo est assez dans le sens de ce que je pense. C'est très linéaire, ça manque de rebondissement. Je sais pas si ça manquerait de rebondissement, mais ça demanderait de beaucoup étoffer parce que c'est un récit qui est assez court finalement dans tout ce qu'on a en termes de matière. Et puis finalement, c'est un récit dont on connaît déjà un peu la finalité. Mettre du suspense dans est-ce qu'il va réussir à prendre le trône? Oui. Oui, alors que sur la danse, tu peux parce que, tu sais que, pour le coup, si Aegon, tu sais qu'il a réussi parce que dans la série principale, t'as Daenerys. Alors que la danse des dragons, quoi qu'il arrive, c'est un Targ qui gagne à la fin, mais tu sais pas forcément lequel. Donc ceux qui ont pas beaucoup exploré le lore, ils peuvent encore, pas savoir ce qui se passe à la fin. Et voilà, il y a encore des enjeux, quoi. Et puis en plus, les personnages sont moins forts. Aegon, Visenya et Rhaenys, ils ont pas ce potentiel dramatique qu'ont certains autres personnages de Martin. Ils n'ont pas le côté popcorn que tu peux attendre dans une bonne série bien shakespearienne, quoi. Non, et puis il y a le côté, il y a Balerion, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais que le mec il a gagné en fait. Ça coûte cher, hein, en matière d'effets spéciaux, ça coûte cher je sais pas si ça coûte plus cher de faire la danse des dragons ou d'en mettre juste 3 dans une série sur la conquête, mais en tout cas, le fait que Balerion ou Balerion soit là, c'est compliqué de... C'est compliqué de te dire, en face, si tu mets une armée, ils vont peut-être gagner, quoi. Surtout que c'est un sujet qui a déjà été un peu traité, pour le coup, par la saison 7 de Game of Thrones, avec la bataille sur la route royale à un moment. Donc, je sais pas, peut-être ça serait un peu trop redondant, finalement. Alors, il y a Jenkins qui dit que lui, il aimerait mieux sortir de Westeros, et que notamment, il pense à un spin-off qui avait fait parler de lui, une rumeur qui voulait qu'il y ait une des séries préquelles qui s'appellerait Empire of Ash, qui parlait de Valyria, donc aurait plutôt été sur les traces de Rome, pour le coup. Il a jamais été confirmé que c'était un vrai projet, ce truc-là. Alors, David Peterson, le linguiste, le call longer, celui qui invente les langages, en fait, avait dit dans un podcast qu'effectivement, il y avait eu un projet de travail sur Valyria, qu'il avait travaillé dessus, et que a priori, ça faisait partie des projets. Et oui, il y avait un projet sur Valyria qui était en développement. Ceci dit, Empire of Ash, on sait pas si c'était le titre, et on sait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Et voilà. ça se trouve, en fait, on parle de Nymeria, parce que donc il y a aussi une autre série préquelle c'est Nymeria, qui va parler donc de l'Odyssée de Nymeria. Nymeria, c'est aussi à cette époque de Valyria. Nymeria, c'est pendant les guerres qu'on appelle les guerres Rhoyner, donc qui opposent Valyria à une région qui s'appelle la Rhoyne, qui est à Essos. Donc il y a des histoires de mages d'eau, il y a des batailles gigantesques entre plein de dragons et des mages qui maîtrisent l'eau. Enfin, c'est un truc hyper télévisuel. Et il se trouve que Nymeria, elle va dire non mais ça pue cette histoire, moi je prends 1000 bateaux et je me casse de la Rhoyne parce que... 10 000 10 000, pardon, oui, 10 000 bateaux. 10 000 j'ai oublié un zéro. Mais 10 000 bateaux et je me casse, et donc il y a toute une épopée maritime pour qu'ensuite Nymeria arrive
à Dorne, où elle sera l'une des fondatrices de la maison Martell, puisqu'elle se mariera avec un des fondateurs avec un monsieur Martell. Donc, tu spoil. Mais donc du coup, si ça se trouve, parce que dans ce préquel-là, il y a des bonnes chances pour qu'on voit beaucoup Valyria. Et en tout cas, moi je pense que ça marcherait bien de mettre en regard l'épopée de Nymeria et les guerres Rhoyner, ou ou son ex, je sais plus si c'est son mari ou pas, ou son pote en tout cas, Garyn, qui se fait battre. Je crois que c'est pas précisé. Je suis pas sûre que ce soit précisé. En tout cas, c'était un prince. C'était un prince, un prince de la Rhoyne qui. Voilà, donc tout ça peut faire des très très belles images, mais ça mettra aussi Valyria au cœur du truc. Donc c'est peut-être le même sujet dont on avait déjà entendu parler, quoi. Est-ce que ce sera Rome contre les elfes, du coup? Parce que bon. Mais en même temps, tu te dis, ça peut aussi tellement commencer sur une plage avec un personnage qui retourne un bout de bois brûlé en faisant bon, allez, on y va, hein, il faut se casser maintenant. Et hop, c'est parti, tout le monde en bateau et en avant. Mais je les vois pas trop faire ça, mais bon. C'est vrai que pour le coup, là aussi, on est sur un truc où il n'y a pas beaucoup de matériel. Là, ils vont devoir beaucoup broder autour. Mais c'est une histoire qui peut être très actuelle, parce que ça parle d'immigrés arrachés à leur famille, ça parle d'une héroïne non blanche, ça parle probablement de racisme aussi, parce que dans leur périple, ils ne sont pas bien acceptés, les habitants des bateaux de Nymeria. Enfin, tout ça peut être hyper actuel et bien traité, ça peut marcher, mais d'un autre côté, ça peut aussi faire Sinbad le marin et faire des trucs très kitsch. Donc, faut voir. Sinbad le marin, je me demande si ce serait pas plus Corlys ou un truc dans le genre, tu vois. Mais, après, moi, je note aussi la question de l'impérialisme ajouter aux questions qui peuvent être très actuelles, en fait. La question de l'impérialisme aussi. Mais voilà. Mais moi, je me demande, quand j'ai vu les annonces qui avaient été validées par Martin en termes de série, je me suis demandé s'il n'y avait pas un côté, tiens, regarde, on développe l'univers dont on les a beaucoup accusés de dire Game of Thrones, c'est que des blancs occidentaux finalement dans leur histoire, et du coup là, le développement de l'univers va permettre justement d'aller voir d'autres choses et en même temps peut-être d'internationaliser aussi l'offre de HBO, quoi. Ah bah clairement, E.T. c'est ça. Voilà. Après, j'ai un peu peur sur E.T. justement que ce soit un amoncellement de clichés et justement en voulant essayer de se diversifier en reprenant des clichés classiques sur la Chine, voilà, et son histoire, etc. Après, ça peut être très bien traité aussi, hein, pour le coup, on sait absolument pas, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais après celle-là, E.T., donc qui est une série qui est prévue pour être en série animée. Elle, je pense que c'est presque sûr qu'on l'aura, puisque c'est de l'animation, donc ça demande carrément moins de sous qu'une série en live, en fait. En tout cas, c'est moins tributaire, pour le coup, actuellement, de tout ce qui est Covid. Oui. En plus. Donc, c'est vrai qu'en termes parce que House of the Dragons, je pense que la série a pris du retard par rapport à ce qui était initialement prévu sur le planning à cause de ça. Elle a été prévue au printemps. Martine l'avait dit, donc voilà. Et après, le dit Manurga sur le chat, E.T. ça a l'avantage de pouvoir atteindre le marché chinois. Ouais, non, mais carrément, c'est fait pour ça. C'est complètement fait pour ça. Après, moi, je trouve ça, d'une certaine manière, décevant de partir sur E.T. et non pas de partir sur un truc complètement différent. Il y a des tas de super bouquins de fantasy orientale, des épopées qui prennent la Chine, la Chine ancienne, et qui en font des trucs formidables en termes de fantasy, et franchement partir de E.T. dont on ne sait strictement rien pour en faire un spin-off estampillé goth avec l'appel au marché chinois, je trouve ça décevant par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. T'as des trucs, je sais pas moi, genre La Grâce des Rois de Ken Liu, ouais. T'as Jade City, qui est un autre truc avec des histoires de guerre, de guerre de gang. T'as un truc qui est
The Poppy War aussi, pareil, la guerre du pavot en français. Tout ça, c'est des bouquins de fantasy hyper actuels qui marchent très très bien et qui, à mon avis... Mais c'est parce que HBO développe une stratégie qui est similaire à celle de Disney, c'est-à-dire qu'ils prennent une licence et puis ils la pressent ils la pressent pour toucher le maximum de monde jusqu'à ce que ça soit... C'est ça. C'est regrettable, mais ça leur coûte moins cher, entre guillemets, quoi. Non, mais c'est ça, c'est la marque Game of Thrones qu'on va sucer jusqu'à la moelle. Et honnêtement, moi je trouve ça décevant. Et pour le coup, le projet E.T., c'est vraiment celui qui m'intéresse le moins à cause de ça, parce que je trouve qu'il y a tellement d'autres projets qui auraient pu être tellement plus intéressants que E.T., dont on ne sait strictement rien dans les bouquins. Là, pour le coup, ils vont tout inventer de toute façon. Donc, quitte à tout inventer, autant partir d'un truc qui ne soit pas Game of Thrones. Ouais, quoi. mais il y aura justement, c'est clairement la dimension je vends sur du Game of Thrones. Tu vois, ça va être estampillé, une série estampillée Game of Thrones et. Ouais, non, mais je sais bien. Économiquement, ça fait sens, hein, mais moi, vraiment, ça. Quand tu vois que les mecs ils sont prêts à remettre. À faire un truc sur la guerre des Rohirrim du côté Tolkien pour pas perdre leurs droits, tu te dis ouais bon ok, donc on en est à peu près là, ouais. Il n'y a pas de souci. Après, Jake King dit ça peut être intéressant une série animée sur un truc qu'on connaît absolument pas, et effectivement ça peut être bien, hein. Je dis pas que la série sera mauvaise, hein, mais bon, juste il y a des ouais, alors il y a Drozo qui dit vu les échecs de La Roue du Temps, Shadow and Bones et les retours mitigés sur la saison 2 de The Witcher. Je suis pas tout à fait d'accord, hein. La Roue du Temps, je crois que chez les Ricains ça a cartonné. Nous on avait notre ça a marché de fou. Le Witcher 2 ça a fait aussi beaucoup parler et ça a été beaucoup plus apprécié en fait que la saison 1. Parce que les gens qui avaient pas aimé la saison 1 sont déjà partis, donc du coup forcément les retours sont plus positifs. Après, Hugo dit George Martin sera impliqué, donc c'est à voir. Et effectivement, alors ça, c'était quand même la grosse annonce de son post de blog. C'est que, autant avant, il disait qu'il était un peu impliqué dans les projets de série, un peu impliqué dans House of the Dragons, spécifiquement, parce que... il n'en parlait pas beaucoup. Il n'en parlait pas beaucoup, mais il était... beaucoup. mais du coup, il disait quand même que bon, il n'était pas très impliqué et qu'il parlait juste avec le scénariste qu'il aimait bien. Là, il a expliqué qu'il était hyper méga impliqué dans les préquels de HBO et qu'il se considérait comme le garant du canon dans les séries télé. Ce qui quand même est assez étonnant. Oui, ça veut dire que forcément il passe beaucoup de temps au téléphone ou en salle de discussion, quoi. Voilà. En salle de réunion. Ce qui n'était a priori pas le cas avec Blood Moon, qui était le projet de préquel sur la longue nuit, sur lequel là pour le coup il avait dit que vraiment il avait eu 2-3 discussions avec la scénariste et c'est tout. Ouais, mais alors peut-être que justement c'est les projets de première génération, je vais les appeler comme ça, là, les 5 donc, qui étaient de 2016. Peut-être que justement alors on sait qu'il s'est particulièrement investi dans les débuts de House of the Dragon puisqu'il a coécrit avec Ryan Condal un premier pilote pour House of the Dragon. Et puis il a écrit Fire and Blood pour ça, donc. Et il a écrit Fire and Blood pour ça, mais c'est vrai que les autres, en tout cas lui il en parlait, il en a même jamais parlé alors qu'il parle de ceux actuellement. Donc ouais, peut-être qu'il s'est réimpliqué dans les projets de deuxième génération. Bon, je vais les appeler comme ça, mais c'est pas forcément juste. Mais voilà, sur ces projets-là qui viennent maintenant, là, depuis l'année dernière, depuis 2021, peut-être qu'il va essayer de davantage s'impliquer parce que... Après, émotionnellement, House of the Dragon, c'est son bébé, parce que c'est son histoire à la base. Dunkelhoff, c'est son bébé, parce que c'est son histoire à la base aussi. Donc ça m'étonne pas que ces deux-là, il les chapeaute nettement plus. Moi, ça m'étonne plus sur Nymeria, par exemple, ou sur E.T. Et Bubu se moque en disant E.T. téléphone maison. Mais, voilà. Comment il le prononce en anglais? Yaitai? Je sais pas. On a déjà entendu George Martin parler de d'E.T. Moi, je dis E.T. Voilà. Moi, je dis E.T. Mais dans ce que tu dis... Donc du coup, est-ce que Hugo se demande si il exagère pas volontairement pour rassurer les fans, ce côté garant du canon,
Je sais pas, mais enfin moi ça me rassure moyennement parce que je t'avoue que je préférerais de loin qu'il bosse sur tout et qu'il laisse complètement. J'ai pas du tout envie qu'il bosse sur E.T., j'ai pas du tout envie qu'il bosse sur Nymeria, j'ai pas du tout envie qu'il bosse sur Corlys Velaryon. House of the Dragon, s'il pouvait juste se contenter de trois phone calls et puis qu'après il laisse T, donc son assistante éditoriale, gérer tout le reste du flux, ça m'arrangerait aussi. Franchement, voilà quoi. Personnellement, ça me rassure pas quoi. Après, c'est vrai que HBO, ça lui fait son gage de confiance quoi. Après, je pense qu'il y a un effet sur les deux séries, pas sur House of the Dragons, mais sur du coup Corlys, parce qu'il est investi quand même dans celle-là aussi. Le fait que ce soit Bruno Heller qui soit à la direction en tant que showrunner, sachant que c'est le showrunner de Rome. Je pense que les deux hommes se connaissent, du coup bosser ensemble, ça doit être un peu sympa pour eux deux. Et si c'est pas le cas, je pense que Martin est suffisamment fan du travail de Bruno Heller sur Rome pour avoir envie de travailler avec lui sur un projet, quel que soit le projet en fait. Donc je pense qu'il y a cet effet-là. Oui, sachant que Rome a été un des arguments qui a fait que Martin a accepté que ce soit HBO qui reprenne l'adaptation du Trône de Fer, justement. Il y a une espèce de boucle bouclée quoi, finalement, dans ce projet-là. Ouais, ça c'est rigolo. Et donc, parce que revenons au début, donc il y a aussi une série qui s'appelle The Sea Snake, qui va partir du personnage de Corlys Velaryon qui sera introduit dans House of the Dragons et qui suivra ses voyages de jeunesse. Corlys Velaryon étant un grand explorateur qui a fait énormément de voyages à travers le monde, et donc du coup on suivra ses aventures navales. Et du coup il va être recasté quoi. Enfin, j'imagine qu'ils vont caster un jeune, ils vont pas mettre le mec, il va pas tourner deux séries en parallèle quoi. Ça me semblerait hyper bourrin en termes de planning quoi. C'est clair. Ah, il faudrait que ce soit surtout maintenant quoi. Enfin, tu vois. Donc il y a Raton Laveur qui dans le chat dit il a déjà vécu la situation de se voir dépassé par l'adaptation de son roman inachevé, et là il reprend le même riff avec Fire and Blood. Alors pas je dirais pas que c'est avec Fire and Blood, je dirais que c'est avec Dunk et Love que je pense que ça va avoir les mêmes ingrédients de départ, même mur quoi, tu vois. Si à un moment on les voit annoncer tu sais, genre fin de saison 2, HBO signe les saisons 3, 4 et 5 de Dunk et Love, et tu fais oh non. Là je pense qu'on va pleurer, on va apprendre les nouvelles dans la série télé, et en plus les acteurs ils sont pas bien. Donc, c'est plus ça. Moi ça m'emmerderait vraiment, parce qu'après je trouve que les nouvelles de Dunk et Love, pour repartir là-dessus, elles sont... Il y a un potentiel pour faire une série télé, alors je vois pas de quoi faire 10 épisodes, c'est sûr. Un truc en triptyque d'épisodes, en 3-4 épisodes max, ce serait sympa, mais déjà il faudrait beaucoup développer. Après, si tu veux qu'il y ait des enjeux émotionnels, il faut développer les personnages, parce que clairement dans un bouquin t'arrives à t'attacher, parce que les personnages ils s'appellent Baratheon et Targaryen, et du coup tu projettes là-dessus ce que toi t'as lu des livres, et tu t'attaches à ces persos, et du coup il suffit d'une réplique pour que ce soit ok. Je pense que dans une série il va falloir les développer un peu plus, du coup c'est pas déconnant, mais surtout quand on va arriver sur la troisième où là vraiment il va falloir tout développer. Mais parce que la deuxième elle a vraiment un petit côté one shot aussi, hein. La deuxième déjà la lecture elle est un peu en dehors du truc, enfin, je sais, ça va être il y a un gros challenge je pense, hein, la deuxième, moi je trouve que c'est un scénario de jeu de rôle avec du Wickerman dedans quoi. C'est juste en fait c'est des one shots de jeu de rôle, un peu les trois trucs. T'as juste deux personnages qui se pointent dans une situation, qui la comprennent ou pas, et qui font des choix par rapport à leur choix personnel en impactant ou pas la situation des gens quoi. Donc du coup c'est assez facile je pense à adapter, et du coup le showrunner là-dessus c'est Steve Conrad, qui du coup est un scénariste qui a entre autres bossé, alors qu'il est le showrunner de la série Patriot. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Attends, je crois qu'on avait sa photo à lui. Ouais, on l'a sa photo quelque part normalement. Le voilà. C'est lui. Et du coup, lui, il est surtout scénariste de trucs de type La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller ou des choses comme ça. Donc il y a un côté un peu dans sa filmo, si vous regardez au niveau des titres, un côté un peu rêveur. Moi, je trouve que ça peut bien coller avec Dunk et Love, quoi. Du coup, le côté projection d'idées un peu illusoire sur un monde qui ne l'est pas du tout. Ouais. Alors, voilà. Sur le chat, du coup,
On nous dit... Du coup, Corlys comme Yeti, on sait strictement rien dans les livres. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer pour toutes ces années? Corlys, on connaît un peu plus. Mais Yeti, on n'en connaît vraiment rien, quoi. J'en sais juste qu'il y a des empereurs perles, ou soit, ou je sais pas quoi. Enfin bref, les clichés associés à la Chine, quoi. Mais Corlys, on a quelques-uns de ses voyages, on les a pas tous, mais donc c'est un poil plus détaillé. Après, clairement, ça va leur... ils vont clairement pouvoir faire ce qu'ils veulent, hein. Bon, visiblement en collaboration avec Martin, en repartant de ses idées. Mais je pense qu'il y a déjà plus de matériel, même si ce n'est que dans la tête de Martin, il y a plus de choses que sur Yeti. Je sais pas, ouais. Eridan nous dit si, il y a plein de trucs sur Yeti, mais bon. Non, mais... mais Eridan, tu dis n'importe quoi, il dit ouais, il y a plein de trucs sur. Donc, c'est. Alors, et Eridan, est-ce que la page de Yeti est à jour? Voilà. Et alors, sinon, on nous demande. Sur les voyages de Corlys, Pardon. Pardon. Non, désolé, je t'ai. Non, mais quel était l'intérêt, sachant que la série sera diffusée en même temps que House of the Dragons? Mais là, on est complètement sur la même stratégie que Disney. C'est-à-dire que vous avez The Mandalorian, et du coup, en même temps, vous avez le spin-off avec, dont j'ai oublié le nom là, avec Boba Fett. Et oui, une grande réussite, non? Une grande réussite, ouais, mais j'ai pas dit que les voyages de Corlys seraient réussis. Ah là là. Vous avez en gros la saison 2 de The Mandalorian qui ouvre les 40 séries spin-off Disney Star Wars, quoi. Là, ça va être un peu... pareil avec c'est un peu l'idée, mais peut-être que pour l'instant, ils tentent le coup qu'avec une. Et puis si vraiment ça passe pas comme ça les engage pas à grand-chose. Et puis ils ont pas... la différence vraiment avec la stratégie Disney, c'est qu'ils ont pas... ils ont pas 50 ans de fans acharnés qui sont prêts à regarder, même si c'est de la merde. Hein. Je suis désolé pour les fans de Star Wars, mais quand je vois les gens qui s'acharnent sur le livre de Boba Fett, je me dis que ces gens, les pauvres. Voilà. Et du coup, mais dans 5 ans, c'est nous, donc t'inquiète. Voilà. Non, mais il y a un côté comme ça, tu vois, sur Star Wars, il y a 50 ou 60 ans maintenant de trucs entretenus par les fans. Nous, on n'en est pas encore à ce stade-là, même si on entretient un peu la verve Martin avec la garde de nuit. Mais on n'est pas encore... Vu que la série, le premier truc, il s'est quand même terminé qu'il y a 3 ans. C'est pas... Enfin, en termes d'adaptation télévisuelle et de succès mondial, tu vois, on n'est pas encore sur les... On n'est pas sur les mêmes enjeux du tout, et tu peux pas te permettre de commencer autant de choses en même temps, quoi. Voilà. Et du coup, on nous demande si on a une idée sur la date de diffusion de House of the Dragons. La réponse est non. On n'a pas d'idée de la date de diffusion. A priori, c'est 2022. Nous, deuxième semestre. Plutôt deuxième semestre. Moi, je parie sur cet été. Je parierai sur juillet. Mais ça, c'est que moi. Parce que, en gros, c'est en septembre, il y aura Lord of the Rings. Donc, qui dit diffusion en septembre, dit aller frontalement face à Lord of the Rings. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Donc, après les... Et il y a aussi The Last of Us qui est à la toute fin qui est déjà annoncé pour la toute fin de l'année sur HBO. Donc du coup, ce sera pas en décembre, et qui est aussi très 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 attendu. Donc du coup, s'ils veulent faire de l'activité un peu lisée... Avec Pedro Pascal, du coup, il y aura la diffusion de Mandalorian en même temps. Du coup, Pedro Pascal, il sera partout à ce moment-là. Est-ce qu'ils l'ont casté pour une de nos séries à nous ou... Pas encore. Attends, ça va être lui, Maïkar, tu vas voir. Ça va, ceci dit, je me plaindrai pas. Attends, ça serait difficile, étant donné que c'est déjà Oberyn. Ouais, c'est déjà Oberyn, ce sera pas difficile, quoi. Non, mais attends, t'imagines, ils arrivent à le recaster dans Nymeria, tu sais, dans la 6e saison de Nymeria. Où il est vieux, du coup, et tout. Non, en décembre, c'est pas Leftovers, c'est Last of Us. Last of Us, ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Last of Us. L'adaptation d'un jeu vidéo. Du jeu vidéo, très populaire, du même nom. Apparemment, ça a été confirmé plutôt 2023, Last of Us. Ce serait pas étonnant avec les délais de production qui se rallongent. Du coup, si c'est 2023, ça pourrait éventuellement laisser un créneau pour la fin d'année. Mais ça serait face à Witcher. À mon avis, ils vont quand même plutôt essayer d'aller sur l'été. Ouais, mais alors,
The Witcher, c'est quand même pas les mêmes modes de diffusion, quoi. The Witcher, c'est on te balance, enfin, voilà, on te balance tout d'un coup. Donc, alors que, enfin, ils vont garder le sériel pour. Ouais, mais Netflix, ils sont bien capables de, du coup, faire l'affaire à l'envers à HBO en faisant 3 par 3 et en mettant un petit. Enfin, c'est de la guerre. Comme Arcane. Comme on fait pour Arcane. Bah, j'y crois pas trop. Au mois de décembre pur, j'y crois pas trop parce qu'il y a l'effet fête de Noël qui fait qu'il perdrait de l'audience et du coup, pas certain qu'ils y gagnent. Le public de la série House of the Dragon, qui est visé. Pendant un moment, je me disais qu'on se retrouvait face au Seigneur des Anneaux, ce serait casse-gueule. Et en fait, quand en voyant le teaser de la série Seigneur des Anneaux, je me suis dit ouais, mais en fait, ça tape quand même plus vers le familial que House of the Dragons. Donc du coup, peut-être pas tout à fait le même public qui est attendu. On peut se permettre d'avoir une diffusion pas complètement en parallèle, mais en tout cas en chevauchement. Je pense effectivement du coup la date à l'été pour terminer quelque part en septembre, c'est pas déconnant quoi. Les gens qui seront restés les 8 premiers épisodes sur House of the Dragons, il y a pas de raison que d'un coup ils enlèvent leur abonnement à HBO pour aller voir le Seigneur des Anneaux. À partir du 2 septembre, ils vont terminer la série. Enfin voilà. Alors sinon on nous parle de The Empire of Dawn. Attention, c'est pas l'Empire of Dawn, c'est Golden Empire, la série sur E.T. Oui, mais il y a historiquement, il y a une. La série s'appelle Golden Empire. Ouais. Oui, donc j'étais peut-être un petit peu injuste avec E.T. Oui, on a un petit peu des éléments quand même. Mais je pense que dans la tête de Martin, Corlys doit être plus développé que E.T. En fait, c'est surtout là-dessus que je pense que ça va jouer s'il est en. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux participer ? Collaboration. Voilà. Donc après, on verra ce que ça donnera. Hein, ça se trouve. Enfin. La question c'est, est-ce que tous ces projets auront leur feu vert c'est peu probable. Sachant que tout récemment, George Martin a posté une image avec 9 grenouilles, dont 5 grenouilles vertes et 4 grenouilles rouges. Enfin, pas vertes. Oh là là. Au point où on en est quand même à les décrire. Et donc, souvent, quand il parle de grenouilles, c'est pour Froggy the Frog et c'est lié à ses annonces autour de HBO, tout ça. Et du coup, on suppute que ça serait qu'il y a 9 séries en discussion, dont 5 qui seraient greenlightées. 5, ça fait House of the Dragon, ça fait Golden Empire, ça fait là, les 5 dont il a parlé. Exactement, ça fait Dunkelhoff, donc si on récapitule, Nymeria et Corlys Velaryon, ça fait 5. Il y a Esclarmonde qui demande pour Kenobi quand est-ce que c'est diffusé. C'est à partir du mois de mai, mais Kenobi c'est pareil, c'est une série qui fait pas trop peur, je pense, à HBO. C'est clairement pas le même public. Et je crois pas dire de conneries en disant que c'est sur un nombre très raccourci d'épisodes en plus, Kenobi. On n'est pas sur du 8 ou du 10, je crois qu'on est sur du 4 ou du 6 épisodes, un truc dans ce genre-là. C'est pas, du tout le même mode de diffusion. Je crois, hein. Peut-être je me plante, mais... On nous demande aussi, il y a une question sur les séries greenlightées. Ouais. Donc greenlighté, ça veut dire que HBO donne de l'argent pour poursuivre la production, que la production, elle se fait vraiment, donc il va y avoir des pilotes et un projet qui dépasse le stade de projet pour se concrétiser suffisamment pour avoir au moins un pilote. Après, elles peuvent être annulées. Notamment, on avait eu le cas de Blood Moon, donc la série sur la longue nuit dont un pilote avait été tourné, mais qui a été ensuite annulé parce que le pilote n'a pas plu. Avec beaucoup d'argent. Bien jeté par les fenêtres, le pilote de Blood Moon, je pense. Ouais. Bah du coup ça c'était pour les 5 épisodes. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. S'il y a d'autres questions dans le chat ou... Sinon je peux vous donner le résultat des sondages. Je pense que les gens oui. Qu'est-ce que les gens attendent ? Qu'est-ce que les gens attendent des séries spin-off de GOT ? Alors, étrangement, E.T. arrive en dernier. Bizarrement. Comme quoi je suis pas la seule à être dubitative. Mais ma réponse, la saison 8 m'a sapé toute forme d'excitation pour du Martin à la télévision, arrive devant. Et après, derrière, on a Corlys. Et les deux qui attirent le plus, c'est vraiment à 2 voix près. C'est le Chevalier Errant en tête et 10 000 navires. Donc c'est vraiment Dunkelhoff et Nymeria qui ont plus de hype, même qu'ils ont quasiment le double des voix de Corlys Velaryon, tu vois. Dunkelhoff, ça m'étonne pas du tout.
parce qu'on les a depuis 98, que en plus les nouvelles sont assez sympathiques, on en parle beaucoup, et que, enfin globalement, même quand on n'est pas à fond comme nous, et qu'on s'intéresse un peu aux écrits de Martin, on connaît un peu quoi les aventures de Dunkelhoff. Donc, et ouais. Nymeria, ça m'étonne pas non plus, ça, parce que ça peut, ça a quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a quand même beaucoup d'éléments qui sont très modernes et qui peuvent bien marcher en série télé. Si c'est bien fait, ça peut être vraiment une série cool. Une série spin-off sur les 16 ans de la garde de nuit. Non, parce qu'on est à 17. Non, on est à 17. on est à 17, et même qu'on va les fêter pour de vrai ces 17 ans. Et tiens, d'ailleurs, on a 17 ans ce mois-ci. Hein. Et oui, c'est en mars. Bon anniversaire à la garde de nuit. Bon anniversaire à la garde de nuit. Comme ça sera le seul Twitch du mois de mars, à moins qu'il y ait un trailer qui pop, c'est pas impossible. On nous demande de rappeler également quelles sont les séries qui seront animées. Pour l'instant, la seule E.T. seulement. Voilà, c'est E.T. Mais il me y en aurait au moins une autre en projet. Enfin, il parle de séries animées au pluriel dans son post de blog. Et il me semble qu'à un moment on en avait un peu plus Alors, il y avait des rumeurs sur d'autres trucs. Il y en a minimum deux. Et voilà. Il y avait ça, et faut pas oublier qu'il y a aussi le projet de la pièce de théâtre sur le tournoi d'Arenal qui existe. Je sais pas s'il le compte dans ses 9 projets ou pas, sachant que normalement c'est pas lié à HBO. Non, c'est pas lié, mais du coup. Est-ce que lui il le compte ou pas? Voilà. Ça, je sais pas. Mais sachant qu'il en a pas parlé dans son post de blog. C'est vrai qu'il en a pas parlé. Donc ça se trouve, c'est un sujet qui est un peu aussi en attente. On sait pas. On n'a pas de news du tout pour ça. Du coup, sur les projets. Dunk, est-ce que c'est sûr que c'est en live? Oui, Dunk, c'est en live. Ouais, Dunk, ce sera en live. Dunk, c'est réalisé par Bruno Heller. Donc Bruno Heller, c'est ce monsieur. Non, c'est Steve Conrad. Non, Dunk. Steve Conrad, pardon, excusez-moi. Bruno Heller, c'est Corlys. C'est Nymeria, justement, c'est le deuxième. Non, Nymeria, c'est Amanda Segel. C'est ça. Amanda Segel qu'on n'a pas présenté, mais qui a bossé sur Person of Interest, sur Nikita, la série télé. Je savais même pas qu'il y avait une série télé Nikita. Mais voilà, et qui a bossé, et qui est... Alors, truc qui est un peu étrange, c'est qu'elle a été annoncée sur l'adaptation en série télé de Skull and Bones, qui est l'adaptation du coup du jeu vidéo de Ubisoft. Et du coup, c'est un peu bizarre de se dire qu'elle va diriger 2 séries sur les bateaux. Mais bon, il y a probablement un des 2 projets qui va sauter un moment, voilà. Si c'est bien elle qui reste, en tout cas. Ou alors elle aura de l'expérience. Ouais, c'est ça. Et alors, qui pour jouer Dunk, des idées ou des envies? Un parfait inconnu. Ouais, pareil. Vraiment, comme ils avaient casté Madden ou Kit Harington ou Emilia Clarke ou des trucs comme ça. Des gens qu'on connaît pas, ni Dave ni d'Adam, et voilà quoi. À la limite, comment il s'appelle? George Mackay de 1917. Mais vraiment ce type d'acteur, quoi. Pas plus. Faut pas que ça soit plus connu que ça, quoi. Ah ouais, non, il faut pas des acteurs. Par contre, pour jouer Maekar, est-ce que t'as une petite idée, Babar? Non, moi je me laisse surprendre, et après, soit j'aime bien, soit je râlerai. Voilà. Donc, méfie-toi, la dernière fois qu'ils se sont attaqués à un personnage que t'aimais bien. Ah ouais, non, putain. C'était Euron quand même. Hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ça. Voilà. Mais sur le chat, on nous dit que la 2e saison de Nikita c'est très bien, et que Person of Interest c'est très bien. Et moi je suis d'accord pour dire, là alors, Nikita j'ai pas vu, mais Person of Interest c'est une série excellente. Si vous l'avez pas vu, franchement ça n'a rien à voir avec Game of Thrones, mais c'est vraiment une très bonne série. Donc après je vois pas trop le rapport avec les navires de Nymeria, mais en tout cas. Après, elle est pas scénariste ni rien, elle est productrice exécutive sur ses. Non, elle est pas showrunneuse, elle est producteur exécutif. Donc du coup, c'est elle qui est en charge de s'assurer sur plateau de la bonne tenue du tournage et des choses comme ça. Et avec un petit regard sur la partie scénario, mais c'est très léger. Hein. C'est producteur exécutif, c'est eux qui font vraiment du taf de terrain normalement. Donc, par contre, ça veut dire qu'elle a le sens des réalités quand elle va prévoir un tournage si elle est showrunneuse, quoi. Okay. Du coup, sur le chat, Raton Lameur nous dit le dragon de glace en animé, ça pourrait être super bien. Ce qui permet de faire une super transition sur les autres projets de Martin qui sont des adaptations de livres de George Martin en série télé, mais qui ne sont pas dans l'univers de Westeros. Donc nous avons le dragon de glace qui est justement en projet, qui est en projet d'animé.
depuis très longtemps. Ça fait vraiment des années qu'on en parle de ce projet. On a très 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 peu de nouvelles qui filtrent. Après, faire un bel animé, ça prend du temps aussi, donc c'est peut-être pas si étonnant. En fait, on a dans l'idée qu'un animé, ça coûte pas cher, mais c'est pas tout à fait vrai. Il suffit de regarder des budgets de films animés. Alors moi, je parle de ça parce que j'avais regardé ça à une époque, mais genre on va dire un dragon, voilà, pour prendre un truc avec des dragons. Dragon 1 ou... Non, on va prendre plutôt les derniers. Dragon 2 ou Dragon 3, c'est 2 fois le budget d'un Pirate des Caraïbes de l'époque, tu vois. Donc du coup, c'est parce qu'en fait, tu payes des équipes énormes sur un temps énorme. Du coup, on a dans l'idée que l'animé, ça coûte moins cher. C'est pas tout à fait vrai. C'est plus simple à mettre en œuvre quelque part, mais c'est pas forcément des petits budgets, quoi. Quand on voit, pour prendre un exemple en animé, qu'il y a des studios qui se sont plantés avec l'Attaque des Titans, ça veut dire que budgétairement, c'est difficile d'être rentable avec de l'animé, quoi. Voilà. On nous demande le pitch du Dragon de Glace en quelques mots. Je sais pas, je l'ai pas lu. Et pareil. Je suis la seule à l'avoir lu. Ouais. D'accord. Alors, c'est dans un monde médiéval fantasy. C'est une de ces quelques nouvelles de fantasy. J'en ai fait quelques-unes où en gros, on est dans un monde où on suit une petite fille qui a l'air d'être liée à l'hiver en particulier, et notamment. Mais tu es en train de nous raconter le Trône de Fer? Non, sans blague. Comment ça, Martine aurait des liens avec ses autres œuvres? Voilà, et il se passe dans un royaume où il y a une guerre qui éclate, et ça va être en fait comme cette petite fille va être dans cette guerre. Alors sachant que c'est une nouvelle qui est faite pour enfants, donc on est clairement pas du tout dans du Trône de Fer. Elle est assez courte, elle est très agréable à lire et assez poétique, je trouve. On sent bien un peu l'aspect d'une fin douce amère, alors peut-être plus douce, mais voilà, qui est pas 100% douce, quoi. On peut ressentir un petit peu d'amertume. Elle se lit très vite. Je la conseille. Il y a effectivement beaucoup de liens thématiques avec le Trône de Fer. On sent que le lien à l'hiver, le monde médiéval fantastique, le lien à la guerre. Donc voilà, allez-y. Et sachant qu'en plus, elle est illustrée par Louis Royo, voilà. Et Louis Royo, il fait des trucs magnifiques. Donc c'est un des très grands illustrateurs de fantasy. Donc elle est très 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 bien illustrée. Moi je l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Enfin, j'ai vu les dessins, quoi. Moi j'ai le bouquin à la maison, mais je l'ai juste jamais ouvert. Pour le coup. Erreur de ma part sans doute, mais voilà. Donc ça c'est le premier projet d'adaptation. Deuxième projet d'adaptation dont on nous a aussi parlé rapidement sur le chat, je ne sais plus qui disait « Ah, moi j'aimerais bien voir Wild Cards adapté ». Et bien, c'est la peur à la Drozo. Ouais. Wild Cards va être adapté normalement. Il y a un projet d'adaptation. J'avais mis une couve normalement dans les photos. Oui, voilà. Donc Wild Cards, c'est une saga qui est éditée par George R.R. Martin, qui est en fait une saga qui a plus de 30 ans, qui met en... Peut-être même quasiment... je crois que c'est 100, hein, je crois que c'était 86 ou 87 le premier. Ouais, moi j'étais sur un truc comme ça aussi, du coup, bien la quarantaine d'années, bien la trentaine d'années, quasiment 40, ouais. Attends, je suis 86. Ne nous vieillis pas, s'il te plaît. Merci, hein, ok. Donc, et donc du coup, dans Wild Cards, on parle de super-héros qui, en fait, il y a eu un virus qui a tué toute une partie de la population, mais qui a donné des pouvoirs à une partie de la population. Soit c'est des pouvoirs bénéfiques, donc là on appelle ça des ACE, soit c'est des pouvoirs pourris. Je sais plus comment on appelle ces gens-là parce que j'ai lu que le premier tome. Les Jokers. C'est les Jokers qui ont des pouvoirs pourris. Ouais, c'est les Jokers qui sont une dégradation pour vous. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un univers qui est très violent. On n'est clairement pas dans du Marvel, hein, on est plutôt dans du Watchmen, voire même bien plus gore, quoi. C'est du super-héros dark.
Ouais, moi j'ai lu que le premier bouquin, mais c'est quand même. T'as pas vu le meilleur personnage. Que t'en sors, tu te sens un peu sale. Hein. Et encore, franchement, t'as pas vu ce qui est un personnage qui est horrible. Mais si, il l'a vu, s'il a lu le premier tome, c'est bon. Il est dans le premier déjà ? Oui, c'est dans le premier tome. Oui, parce que j'en ai lu qu'un seul. Je pensais que je l'avais plus tard. C'est The Boys, mais l'humour en moins. Franchement, c'est frontal un peu par moment. C'est direct, hein, c'est gore. Hein. Je sais pas très bien ce que ça va donner l'adaptation, mais. Et pour répondre à la question de Raton. Pour répondre à la question de Raton Lameur, oui, effectivement, c'est à l'origine, c'est des jeux de rôle qui jouaient ensemble. Je sais plus dans quel jeu de rôle, quel univers, mais qu'ils ont décidé de romancer, enfin de transformer en nouvelle. Et puis depuis, il y a énormément d'auteurs qui sont passés par là, certains récurrents, d'autres plus ponctuels. Alors, du coup, comme tout univers partagé, il y a des très bonnes nouvelles, et il y en a d'autres qui sont un peu pétées, mais bon, c'est le principe d'anthologie, et puis en plus, il y en a un paquet, quoi. Il y en a au moins une vingtaine, des wildcards, plus que ça, même. Non, c'est même ça, si je crois. Quasiment à la trentaine, hein, là, maintenant. Ouais. C'est ouf. 32. Bon, on va laisser Drozo nous corriger sur les chiffres. Ouais. Et du coup, a priori, ce serait sur Peacock. Ça serait sur Peacock, ouais. Parce qu'en fait, à la base, c'était censé être sur Hulu. Mais Hulu s'est fait racheter par Disney. Disney qui possède notamment tous les Marvel. Donc, du coup, qui n'allait clairement pas mettre ce truc-là sur Disney+. Sachant que c'est vraiment très, très, très frontal. Alors, sachant qu'aux États-Unis, Hulu n'est pas, enfin c'est une plateforme séparée de Disney+. C'est juste à l'international qu'on a les deux sur la même plateforme. Néanmoins, il est assez probable que Disney fusionne avec Hulu aussi à terme aux États-Unis. Donc bref, la stratégie Disney de prendre à la fois Wildcards, qui est vraiment trash. Encore une fois, ça c'est pas dans l'univers Disney quoi, et à la fois les Marvel qui sont beaucoup plus joyeux. Ce serait bizarre. Mais bon, d'un autre côté, Marvel, ils vont quand même éditer des comics. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est que justement, Marvel va adapter. Mais c'est en comics. Et d'ailleurs, il l'avait déjà fait en comics avec c'est Marvel mais c'est pas l'esprit Marvel de Disney. On n'est pas du tout sur cet esprit-là. Donc du coup, le projet a été racheté par la chaîne Peacock. Et depuis, on n'en a pas réentendu parler. Mais la chaîne Peacock. Mais Peacock produit des chaînes produit des séries d'horreur en fait. Du coup, déjà, t'as un côté genre c'est eux qui ont la série de Chucky, tu vois. Donc, du coup, il y a un côté ça match sans doute plus avec leur public. Pour le coup, si c'est un public qui va s'abonner au service de streaming pour mater des séries d'horreur, je pense qu'il y a des chances que Wildcards leur parle plus finalement que les gens qui aiment bien Captain America. Alors ensuite sur le chat, Esclarmonde nous parle d'une BD avec un mec qui erre dans l'espace. Alors je pense qu'en fait tu penses à Aveland Tuf, qui n'est pas une BD mais qui est une série de nouvelles qui a été écrite par Martine et qui va être adaptée en BD bientôt. Aveland Tuf a aussi un projet d'adaptation en série télé, mais alors pour le coup il y a zéro nouvelle au sujet de cette adaptation là, donc on ne sait même pas si ça s'est maintenu ou pas, c'est le grand flou sur ce truc là. Et donc Aveland Tuf c'est un environnementaliste, enfin c'est un bonhomme qui ressemble beaucoup physiquement à Martine, qui se balade de planète en planète pour sauver le monde. C'est marrant, les nouvelles elles sont rigolotes. Est-ce que ça marchera en série télé ? Franchement, je sais pas. Mais, je pense, mais je l'avais déjà dit, mais je pense qu'avec les enjeux écologiques actuels, ce serait vraiment très intéressant de réactiver les choses. Alors parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette ESF, on est vraiment dans un cadre où le solutionnisme il est très technologique. On n'est plus aujourd'hui du tout dans ce genre de. Mais voilà, on a beaucoup évolué sur ces questions-là, et je pense que du coup, ce serait intéressant d'avoir un regard plus actuel sur ces histoires-là, voir comment est-ce qu'ils s'en dépatouillent en fait. Ouais, je pense que ça pourrait être un beau challenge, mais la dernière fois qu'on a entendu parler, c'était 2019. En novembre 2019. En plus, Martine n'a pas le droit de travailler sur ce genre de série-là, parce qu'il a un contrat d'exclusivité avec HBO. Donc du coup, Tuf, il n'aurait pas trop le droit de travailler dessus. Il avait laissé Raya Golden travailler dessus, du coup, je crois, de mémoire. Non, c'était Ti.
C'était T. Ah, c'était T, ouais. Non, ouais. mais Raya, elle est sur l'adaptation. Elle est sur l'adaptation en comics. Mais en tout cas, ce serait pas forcément lui directement. Et surtout, ça a mal vieilli, donc je sais pas très bien. Et puis, il n'y a pas non plus tant d'aventures que ça, donc tu vas pas faire une saison par nouvelle, ça n'aurait vraiment aucun sens. Donc, non, mais peut-être en un téléfilm, ou un truc dans le genre, tu vois. Enfin. Bon, après, il parle vraiment de série télé, hein, donc je sais pas. Moi, après, c'est le genre d'univers qui peut être. Après, ça peut être juste un starter, tu sais, d'utiliser les nouvelles de Martin et créer un univers autour qui se tienne en étant autonome finalement à côté, quoi. Comme ils ont essayé avec. Ils ont essayé avec Night Flyers, on a vu que ça Night Flyers, voilà. Night Flyers, ça n'avait pas bien marché. J'ai pas dit que tous les coups étaient réussis. Hein. Et si on veut parler de coups réussis, tu peux passer à la photo de Mila Jovovich. Hein. Y a pas de problème. Voilà. Et du coup. Parce que donc Mila Jovovich, elle va aussi jouer, et d'ailleurs elle produit avec son mari. Oui. Paul W.S. Anderson, c'est lui. Oui. Le couple responsable des Resident Evil. Et donc ils vont adapter une autre nouvelle de Martin qui s'appelle Dans les contrées perdues, avec notamment le personnage d'Ali la Grise, qui est une médium, je crois, je sais plus. Ouais, mais elle, faut qu'elle arrête de choisir ses rôles juste parce qu'il s'appelle Alice, hein, parce que c'est déjà le cas dans Resident Evil. Non, je vais être médisant, mais ça sera sans doute très très mauvais. Paul W.S. Anderson. Ouais, bah déjà la nouvelle de base. Il fait des films pour qu'on boive, donc du coup. Mais déjà la nouvelle de base, je la trouve pas ouf. Enfin, disons que une de ces aussi nouvelles de fantasy qui est pas. Enfin ouais, franchement, je l'ai pas trouvé ouf, donc de base le matériau est pas incroyable. Et c'est pas grave, on le fera au Nouvel An, hein. On regardera ça au Nouvel An. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, tu vois le couple. Enfin, je sais pas. Ouais. Récemment, il y a Monster Hunter qui est sorti. Matez la bande-annonce et buvez pendant la bande-annonce déjà. C'est. J'ai pas vu la bande-annonce. Non, mais je regarde n'importe quel Resident Evil, c'est enfin, les deux premiers, je pense, c'est volonté que ce soit. Le premier est marrant quand même. Le premier, tu vois, il a un truc, machin, bon, il est marrant. Bah, le premier respecte un peu les jeux vidéo, machin, tout ça. Le deuxième, ça va encore à peu près, et à partir du 3, là, ça devient la fête du slip, quoi. C'est n'importe quoi. Mais à un point que même maintenant, on fait plus les films comme ça, mais ça, Paul W.S. a pas compris qu'il fallait arrêter de cutter toutes les 10 images de son montage, quoi. C'est affolant. Si vous n'avez pas peur d'une crise d'épilepsie et que vous aimez boire, ça peut être bien. Et on peut enchaîner parce que sur le chat, Drozo nous donne l'occasion d'enchaîner en disant que Martin bosse sur une série avec AMC, donc que son exclusivité HBO, on ne sait pas trop ce que ça en est. Alors après, cette série-là, en l'occurrence avec AMC, il a surtout donné beaucoup d'argent parce que la série va se dérouler dans des terres Navarro, pas loin de Santa Fe. Et donc, du coup... Tu vas retrouver le C'est lequel que tu cherches? Je cherche sa photo. Bah, je crois qu'il n'y est pas. Il n'y est pas. Avec, donc du coup, en fait, il a mis beaucoup d'argent. Repère sur la route. C'est pas Repère sur la route, c'est s'appelle Dark Winds. Dark Winds. Ah oui, mais c'est le truc avec Robert Redford là. Exactement. Ouais, okay. Robert Redford produit aussi en même temps que George Martin. Ils ont mis beaucoup d'argent parce qu'en fait, c'est une série qui met en scène un personnage d'Indien d'Amérique. Et donc ça va être tourné sur des terres de ces Indiens d'Amérique à côté de Santa Fe. Donc George Martin, qui est très mécène de sa région, a mis beaucoup d'argent pour cette série-là. Néanmoins, je ne suis pas du tout sûre qu'il soit impliqué au-delà de ça. C'est surtout une question de production. Mais là, vraiment, dans le terme, donner des sous, quoi. Il a l'air de bien être impliqué au moins dans la communication et il suit les avancées a priori du machin, mais en tout cas mais ça on retrouve ce qu'il aime bien faire, à savoir parler d'auteurs qu'il aime bien et qu'il a envie de mettre sur le devant, hein, ça il le fait assez souvent, hein. Il va faire pareil sur Repère sur la route. Sur la route. Du coup, on attaque, juste pour terminer la parenthèse, on est en train d'attaquer la partie où Martin n'a pas écrit le matériau de base. Oui. Enfin, sachant que on n'a pas fini la partie sur Martin qui a écrit le matériau de base. On pourra revenir à d'autres trucs de Martin comme vous voulez. On le fait dans quel ordre? À ce moment, on finit Martin. On finit Martin, comme ça après on peut passer sur ces autres projets. Alors,
Les Rois des Sables. Les Rois des Sables, c'est une autre nouvelle qu'il a écrite dans ses années de nouvelles de SF, qui est une nouvelle d'horreur, qui avait déjà été adaptée en un épisode de la série de la 5e dimension. Non, c'est pas la 5e dimension, c'est... Je crois pas que c'est la 5e dimension, mais la 4e, ça a déjà été adapté. Il me semble que c'était... Bon, bref, en tout cas, ça a été adapté dans une série. Et donc ça va être adapté en film. Pareil, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de cette adaptation-là. Mais a priori, c'est Netflix, c'est ça? C'est Netflix, ouais. Et c'est de l'horreur. Ouais, mais c'est pareil, ça colle un peu avec le public de Netflix, parce que Netflix produit des séries d'horreur, du coup, c'est pas... Donc c'est au-delà du réel, la série. Il y a Skin Trade également. Oui. Skin Trade, c'est une histoire de fantastique, avec des histoires de loup-garou, notamment. Ah, c'est Gore Verbinski qui va faire Les Rois des Sables? Ah oui, ok. Bon, pourquoi pas. C'est le réalisateur des Pirates des Caraïbes, pour ceux qui n'ont pas le... Voilà. Pirates des Caraïbes. En plus, tout ça, on l'a sur le blog de la Garde de Nuit. Je vais vous laisser le lien. Tu vois. Nous, on n'arrive pas à suivre nos propres articles de blog, mais vous avez toutes les infos avec... Mais c'est parce qu'on essaie de rebondir sur ce que vous dites, c'est pour ça. On n'arrive plus à suivre. Il y a trop de gens. Mon Dieu. Il y a trop de gens. Surtout, il y a trop de projets de Martine. On sait plus. C'est clair. En plus, mais ça change Skin Trade, surtout que Skin Trade, en plus, pour l'instant, c'est pas un projet, mais c'est juste qu'il y a un conflit sur le qui a le droit d'adapter. Martine en conflit avec je sais plus qui, mais qui devait adapter, qui avait acheté les droits pour adapter Skin Trade dans un temps imparti. Le temps imparti arrivant à la fin, ils sont en train de lancer un projet un peu au rabais, en mode on essaye de lancer un proto-truc pour montrer que... Enfin, pour pas avoir à repayer les droits ou à relancer en tout cas la machine, parce que Martine accepte pas du tout, donc là il fait un procès pour justement soit les dégager, soit récupérer les droits d'adaptation. Je sais pas trop ce qu'il en est, mais en tout cas... Il voulait récupérer les droits d'adaptation pour les revendre à quelqu'un d'autre. Un peu comme Sci-Fi avait fait avec La Roue du Temps, vous êtes en train de dire? Ouais. Si vous avez jamais vu le pilote de La Roue du Temps de Sci-Fi, essayez de trouver ce truc-là, c'est se pisser dessus. Bon, voilà. Mais sachant que, alors c'est pareil, Skin Trade... En fait, le truc, c'est que c'est une nouvelle qui devait faire partie d'une série de nouvelles, mais en fait, il en a écrit qu'une seule, donc en fait, ça ne se finit pas. Donc du coup, j'imagine que ça pourrait être une série télé. Skin Trade, ce serait le pilote de la série télé. Ça peut être un très bon pilote, ça a un petit côté film noir avec des loups-garous, l'ambiance est cool, mais bon, ça se finit pas, quoi. Donc clairement, ce sera pas un film. Ça sera... ou alors il faut qu'ils inventent une fin nettement plus satisfaisante que la nouvelle. Oui. Donc... On a un petit schéma récurrent quand même. Hein, Des trucs qui se terminent pas et qui sont terminés par la télévision. Ouais. Ouais. Alors attends, on en avait d'autres. Qu'est-ce qu'on avait? Alors attends, je regarde ce que j'avais dans le sondage parce qu'il y en a certains qu'on a cités que je n'avais pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Ah oui, du coup, tu as le... Non, moi j'ai tout, moi, de ce que j'avais mis dans les réponses. Mais c'est à peu près tout pour les histoires de Martine. On peut peut-être passer du coup à Georges Martin, producteur, justement. Vous voulez le résultat des sondages pour savoir ce qui excite un peu les gens là-dedans? Oui, carrément. Allez. Qu'est-ce qui excite un petit peu les gens là-dedans? Alors, en tête des votes, c'est le Dragon de Glace qui botte le plus les gens. Ah ouais. Nous avons ensuite Wildcard. Après, on a les Rois des Sables. Et ensuite, on a Skin Trade, mais du coup, voilà. Et dans les contrées perdues, à un vote. Donc, du coup, il doit y avoir un fan de Paul W.S. Anderson qui a dû voter. Je suis sûr, c'est toi, Chris. Je suis sûr que tu as voté. Même pas, je crois pas. Je sais que j'ai voté à mon propre sondage, mais je sais même plus ce que j'ai voté. Je crois pas que j'ai voté ça. Et voilà. Raton la Meur sur Twitch nous dit que le mieux, ce serait Fever Dream. Fever Dream... Désolé, mais c'est l'un des seuls qui n'a pas de projet d'adaptation, figurez-vous. Ouais, et je suis pas sûre que j'aimerais beaucoup les projets d'adaptation. Je trouve que le bouquin est très poétique et justement un aspect un peu non incarné qui va très bien à l'ambiance. Je sais peut-être le charisme des personnages, etc. Je sais pas comment ça pourrait être. C'est une ambiance très onirique. Voilà. Il faudrait arriver à adapter. Donc, voilà. En fait, il faudrait un réal qui fasse pas de la télé.
C'est ça en fait. Mais après, sur Riverdream, je pense qu'il y aura un truc, ou Fever Dream, ou Rêve de Fèvre, je sais plus comment on doit l'appeler ce bouquin. Alors en Du français, coup, il a d'abord été traduit en Riverdream, puis Riverdream. il a été retraduit en Rêve de Fèvre, et donc la version originale s'appelle Fever Dream. Ok. Et bah du coup, ça pourrait être dans les cartons de quelqu'un s'il n'y avait pas une réadaptation d'Entretien avec un vampire qui est à court actuellement en série télé. Du coup, aller un peu sur le même genre de terrain, parce que c'est pas du tout les mêmes bouquins, mais je pense que ça donnerait un peu cette impression-là si tu voyais une bande-annonce, à mon avis. C'est quand même des mecs qui parlent en se jaugeant avec des vampires, quoi. Ouais, non, il y a quand même un petit lien, ouais. Un petit côté Anne Rice dans ce truc-là qu'il avait écrit. Mais ouais, totalement. De toute façon, je crois qu'il est sorti en 82 et Anne Rice, je pense que c'était pas 76. Enfin, en tout cas, c'est dans la lignée, quoi. On est clairement dans la lignée d'Anne Rice. Ouais. Mais lisez ce bouquin, il est très bien. Voilà. Et au moins, lui, il se finit. Oui. Ouais. Contrairement à d'autres nouvelles dont on attendrait bien une suite, lui, il se finit, contrairement à Armageddon Rag, qui est un autre roman de Martin qui est formidable, mais qui se finit quand même vraiment en autre boudin. Fever Dream, ça se finit pour de vrai. Bon, et du coup, on peut passer au projet de Martin producteur. Donc, on a parlé de Dark Winds, dont on n'a pas l'image, mais donc qui est un projet made in Santa Fe pour mettre. Donc, c'est une histoire de détective adaptée de romans de Hillerman. C'est une série de romans de détectives avec un détective un peu sombre, un passé torturé et l'un des deux personnages principaux qui est Native American, indien d'Amérique, et donc du coup qui développe beaucoup ces thèmes-là. Donc du coup la série télé va beaucoup mettre ça en avant, a priori. Mais sinon, donc, il en a plein d'autres. Des projets, Martin, il a Qui a peur de la mort, donc Who Fears Death, de Nnedi Okorafor. Où il bosse, lui, en tant que producteur et le showrunner, si je dis pas de bêtises. Selwyn Seifu Ince, c'est quelqu'un qui a bossé sur le reboot de The Twilight Zone, du coup. De plus, on retrouve un peu les goûts de Martin pour un certain type de producteur aussi. Mais pour le coup, moi j'avoue que la série me fait très peur, parce que j'ai lu le livre, qui est vraiment un très très bon livre, mais qui est dur. Il aborde des sujets assez difficiles. Puis en plus de ça, je vois difficilement comment ça peut marcher en plusieurs épisodes. En tout cas, ça pourrait être une mini-série, mais je vois difficilement comment ça pourrait aller au-delà de la mini-série. Après, je crois que Nnedi Okorafor, elle est derrière aussi. Oui. Donc, s'il y a besoin de faire des réécritures ou des trucs selon sa vision, ça peut donner quelque chose de complémentaire, quoi. Et donc, on est sur de l'African futurism. En fait, on est un peu dans un truc post-apocalyptique en Afrique subsaharienne, a priori. Et on suit une héroïne qui va dans un récit d'apprentissage, quoi. Mais c'est un peu dur. Pardon ? J'ai dit encore des récits d'apprentissage. Un peu, ouais. Mais le roman est à lire, hein. Vraiment, non, mais ouais, ça fait un moment que j'y pense, mais j'ai pas eu l'occasion. Et puis Nnedi Okorafor, je crois alors c'est peut-être pas sur celui-là, mais je crois que c'est sur son autre. Qui commence par un B, Binti, je crois. Binti, ouais, pardon. Binti qui a reçu plusieurs prix, je crois. Binti, en fait, c'est une série de nouvelles. Effectivement, elle a reçu plusieurs prix pour plusieurs des nouvelles de Binti. Mais Nnedi Okorafor, c'est vraiment une des nouvelles voix de la fantasy et de la science-fiction américaine, et elle écrit très bien, quoi. Donc on verra ce que donnera la série télé, mais en tout cas, Martin est producteur pour ça, et donc il en parle régulièrement en disant que le projet n'est pas abandonné, et ça, normalement ça sera sur HBO.
toute façon, les trois. Enfin, c'est marrant parce qu'il a vendu plein de trucs, mais les projets qu'il botte le plus, c'est ceux qui sont produits chez HBO, quoi. Ouais. Globalement. Bisous. Oui, bah oui, on me dira chez HBO, ouais. Repère sur la route, c'est aussi sur HBO. C'est aussi sur HBO. Donc, Repère sur la route, c'est adapté d'un roman de Zelazny, qui était un très 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 bon pote de Martin. Ça a l'air d'être complètement absurde comme pitch. Il a l'air tellement rigolo. Non, mais c'est des histoires. C'est juste absurde ce machin. C'est une histoire de route dans le futur. Il y a un trafiquant d'armes, des tueurs à gages, un tyrannosaure cyborg. Et le tyrannosaure cyborg est piloté par le marquis de Sade. Enfin, c'est trop bien. Ça va être bien. C'est trop bien. C'est complètement absurde, quoi. Absurde. Et puis ça va reprendre aussi tout l'imaginaire autour de la route et qu'il y a dans l'imaginaire américain. C'est la route, l'autoroute, qui marque... Mad Max, quoi, finalement, quoi. Un petit côté comme ça, je pense. Alors, après, on est moins dans un truc post-apo que... Ah bah le premier Mad Max, il est pas si post-apo que ça, mais... Il a pas les moyens d'être post-apo. Le premier Mad Max, c'est genre, ah non, le prix de l'essence a augmenté. Ah merci la radio de nous avoir dit que on était dans le futur, quoi. Mais Zelazny, pour ceux qui connaissent pas, c'est le cycle des Princes d'Ambre. Hein. Il est surtout connu pour ça en France. Et il a aussi bossé sur Wildcard, donc c'est vraiment un très bon copain à Martin, mais dont Martin a dû se séparer finalement quand il est décédé en 1995. Donc voilà. C'était qui son personnage dans Wildcard? Je fais un appel je ne sais pas parce que je viens juste de un voir appel que à dans Drozo. le cycle Wildcard. Ouais. Le Dormeur. Ah ok. Oui, ok, je vois. Il dort et je crois qu'il change de pouvoir en fait à chaque fois qu'il s'endort et qui. Ah oui, mais il est dans le premier bouquin. Dans le premier bouquin, il y est déjà lui, ouais. Déjà. Et c'est un peu l'apocalypse justement à ce moment-là dans sa nouvelle. Et j'avais bien aimé. Ça fait partie des nouvelles que j'ai bien aimées d'ailleurs. C'est une des meilleures nouvelles de Wildcard. Ouais, clairement. Du premier tome. Du premier tome, ouais. Donc voilà, on a ce truc-là. Mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, bah si, il reste. Il y en a un autre qui est complètement absurde aussi. Un truc chelou là, de western sur fond vert bizarre. C'est ça. Comment ça s'appelle les courts-métrages là, Friends Forever. Voilà, c'est Friends Forever, c'est des courts-métrages adaptés d'un autre truc de ses potes. Et donc du coup c'est à la fois je crois que c'est sur fond vert, il y a de l'animation mélangée avec du live action. Ça a l'air complètement absurde et donc du coup c'est le premier court-métrage est déjà filmé et déjà tourné. Il y a une bande-annonce. Il y a une bande-annonce et il va tourner dans des festivals, a priori. En tout cas, c'est ce qu'espérait George Martin. Ça s'appelle Night of the Cooters. La nuit des couteurs, quoi, finalement. C'est un peu un truc... donc, c'est écrit par Howard Waldrop, à la base, donc, qui était un pote de Martin. Et c'est un truc qui est un peu en mode... le truc là où les aliens arrivent sur Terre en mode Hawks de Orson Welles. Oh mince. Je ne vois pas. Tu parles de non, tu parles pas de la Guerre des Mondes. Si. Voilà. Ah, ouais. D'accord, ok. Oui. Donc du coup, c'est un peu en mode la guerre des mondes au fin fond des États-Unis, dans un truc un peu western et un peu d'absurde. Et donc du coup, ils en ont fait un court métrage. Voilà. Bon voilà, hein, somme toute pour ces projets. Ah bah si, il en reste un sur lequel il a été consultant, mais du coup il est sorti, donc c'est fini son travail dessus. Ah mais il est fini depuis longtemps. Hein, pour oui, c'est ça. Travailler dessus. Du coup, il y a Elden Ring. Du coup, et tu n'as pas mis d'image? J'en avais mis une, mais peut-être elle a été zappée au passage dans le... Je crois au moment de les mettre dans le diaporama, parce que ce diaporama ne marche pas visiblement. Non, ouais, on a des problèmes de diaporama. On s'excuse pour le diaporama, c'est du grand n'importe quoi. Mais non, je ne l'ai pas. Non, tu n'as pas la photo. Voilà. Bah, du coup, il y avait Elden Ring du coup, dans le lot.
Mais ça, pour le coup, Martin, il a pas fait grand-chose, en fait. Il a été consulté par le studio de prod il y a déjà quelques années, et il a donné quelques idées, et puis... Bah, il a fait les boss, en fait. Enfin, c'est les... Je sais plus si c'est un nom, mais c'est les demi-dieux qui sont des boss. Et d'ailleurs, alors, chose que j'ai vue là tout à l'heure, c'est que le nom de ces différents boss, c'est G, R et M. En fait, la première lettre du nom de chacun des boss, c'est G, R et M. Voilà, donc a priori, évocation claire, un petit clin d'œil, quoi. Voilà, simplement pour ça. Mais après, ce sera là, je pense que ça va être difficile de faire la part des choses entre ce qui vient de Martin et ce qui vient de Miyazaki, parce que même ce que vient de Martin, ça a été repassé à la moulinette derrière, retransformé, etc. Mais bon, ce sera intéressant de voir. De toute façon, le jeu a l'air quand même d'une vachement bonne qualité. Donc si on a quelques centaines d'heures à perdre dans un monde ouvert, on peut s'y attaquer. Et en tout cas, c'est le jeu qui récolte le plus de voix dans les autres projets de Martin qui peuvent vous intéresser. Donc la réponse, rien, je vais juste aller jouer Elden Ring en perdant contre les boss pour noyer ma peine. C'est la réponse qui a remporté 31 voix quand même au total. Ouais. Et Repère sur la route et Qui a peur de la mort en ont 5 chacune. Donc, ah ouais, du coup, d'accord. Voilà. Ah oui, donc je pensais pas que les deux, que Qui a peur de la mort et Repère sur la route auraient le même nombre de voix, tu vois, parce que j'ai l'impression que Qui a peur de la mort c'est peut-être plus connu en France que Repère sur la route. Ouais, attends, même si je pense que piloté par le marquis de Sade. C'est vrai. Mais après, je pense que Zelazny a un public en France, mais on s'en rend juste pas compte. C'est tout. C'est parce que c'est plus trop d'actualité, quoi. Mais ça l'a été fut un temps. Et pour revenir juste vite fait, il y a des choses dont on n'a pas parlé en fait, qui ont été annoncées sur cet article. Oui. Il y a la version allégée de Fire and Blood et le loup de Westeros. Non, mais on est vraiment obligé d'en parler. Et oui. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que George Martin a quand même annoncé dans son post de blog qu'il sortait des nouveaux bouquins. Non, mais c'est pour ça, je pense que c'est là où on voit qu'il est totalement déconnecté par rapport aux attentes et aux trucs. Donc c'est très cool, hein. Et puis surtout pour quelqu'un qui adore illustrer son monde, c'est très cool qu'il y ait plein de nouvelles illustrations. Et en plus, on est sûr qu'on va tous l'acheter, hein, on est d'accord. Mais on va me l'offrir. Voilà. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est que ça va être 2 autres livres qui seront du même format que The World of Ice and Fire, les origines de la saga en français, qui a été publié chez Ging and Mummings en France. Donc c'est un très très joli livre qu'on appelle un coffee table book en anglais, c'est-à-dire un livre que tu peux mettre pour faire bout de bien sur ta table basse. Donc c'est un très beau livre illustré avec énormément d'illustrateurs qui avaient contribué. Et donc du coup, Martin a annoncé que, en collaboration toujours avec Elio et Linda, avec qui il avait écrit The World of Ice and Fire, ils vont faire sortir une version de Fire and Blood, donc illustrée, remise un peu abrégée. Ça fait vraiment. Oh mais Martine, t'as écrit Fire and Blood, mais personne comprend rien à ton histoire de maîtres qui ont tous pas le même point de vue. Est-ce que tu voudrais pas faire un truc un peu plus pour les teubés, histoire que quand même les gens qui voient la série puissent le lire? Il y a la série qui arrive, donc c'est un moyen de relancer le truc aussi. C'est la série il va y avoir des belles illustrations pour mettre en avant la série télé, machin. Donc, après, moi, j'attends de voir les illustrations, parce que si on a des gens qu'on connaît, enfin, si on a les illustrateurs qu'on connaît en France, de Didier Graffé, Marc Simonetti, Magali Villeneuve, etc., si on a des gens comme ça, moi, je veux bien. Hein. Même le mec qui a fait les illus pour Fire and Blood, moi, je les trouve cool, du coup. Ah ouais, non, mais ouais. Comment il s'appelle Doug Wesley, ouais. Ouais. Mais généralement ils choisissent des très très bons illustrateurs. D'ailleurs ils ont aussi annoncé récemment le prochain calendrier donc en fait tous les ans il y a un calendrier Song of Ice and Fire qui est superbement illustré et qui paraît aux États-Unis. D'habitude c'est un seul illustrateur qui illustre la saga principale. Pour la toute première fois ça va être plusieurs illustrateurs et ce sera sur Feu et Sang.
Donc ça va en lien aussi avec ce fameux livre abrégé de Feu et Sang, et ça va aussi avec House of the Dragon. Tout ça, ça fait partie d'une com pour HBO probablement, et voilà, on va avoir des très 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 beaux dessins. Pour ceux qui adorent les dragons, c'est l'année du bonheur. Et on sait oui, que Marc Simonetti et Magali Villeneuve notamment ont des dessins dans le calendrier, puisqu'ils ont été mis en avant par George Martin dans son... je voulais vous mettre l'article de blog, je vais le chercher. Ok, vas-y. Et simplement pour revenir sur les livres, donc en particulier, alors celui qui a l'air vraiment, qui a priori devrait sortir en juillet, l'abrégé de Feu et Sang, on ne sait pas encore si il y aura une version disponible en France ou pas, si c'est soit Pygmalion, soit Guinémenine. Probablement que ce sera ou quelqu'un d'autre, hein, c'est vrai, ou quelqu'un d'autre, hein, mais en tout cas voilà, on vous tiendra au courant clairement dès qu'on le saura, et puis on en parlera, hein, quoi. Et puis le Who's Who, donc c'est le deuxième projet qui est donc une sorte de catalogue des personnages qui à l'origine devait faire partie de The World of Ice and Fire, donc dans l'encyclopédie, mais qui n'est pas rentré dedans. Il me semblait que c'était le projet d'origine, moi, tu vois. Alors je crois que le projet d'origine était un peu des deux. C'était un peu des deux, ça devait être. Je crois que c'était vraiment les deux. L'encyclopédie, et donc dans l'encyclopédie, il devait y avoir une partie personnage qui revenait sur les personnages principaux de la saga et de l'histoire. Et de l'histoire du monde en fait. Ça, et en mode encyclopédie, dictionnaire quoi, et illustré, toujours très joli. C'est un poussou quoi. Voilà. Alors sachant que il y a une grosse partie déjà qui est disponible sur une application. Il y a Elio et Linda qui en parlent dans l'interview YouTube que je viens de mettre sur le chat. Voilà. Ouais, bah en fait, et donc il y a déjà une grosse partie qui est disponible sur une application qui est pas disponible pour nous pour le coup, mais qui est pas inédite. Par contre, ils ont l'air de dire que ce qui sera aussi très inédit sur ce projet-là, ce seront à nouveau les illustrations. Parce qu'aujourd'hui, l'application qu'ils utilisent utilise des illustrations qui ont déjà été créées avant ce projet, qui sont utilisées pour d'autres choses. Là, il y a vraiment un projet apparemment où ils ont mis des sous sur les illustrations, donc on aura des illustrations de personnages historiques. Voilà. Donc bref, deux jolis livres, mais qui feront le bonheur des collectionneurs, mais qui ne font pas le bonheur des gens qui attendent The Winds of Winter, parce que on va rien apprendre de nouveau. Voilà. Allez, bonne nuit. Maintenant, on va partir se pendre. Non, attends, je suis sûre on a des bonnes nouvelles. Non, mais le calendrier, c'est une bonne nouvelle parce que c'est cool, je trouve, de confronter les styles des illustrateurs. Moi, par exemple, dans les 4 qui sont sortis des illus, il y en a 2 que j'aime beaucoup, 2 que j'aime moins. Du coup, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir les. Là, en plus de voir que c'est le même bouquin qui va être adapté vraiment, parce que World of Ice and Fire, c'était un peu chacun, c'est un peu ce qui faisait le mieux, tu vois, un peu. Il y avait pas tout à fait le même découpage. Donc non, ça va être cool. Oui, ça va être des beaux livres. Hein. C'est pas ce qu'on attend, mais ça sera des beaux livres. Est-ce que ça sera pas toujours mieux que Rien. Comment ça s'appelait Réussissez votre vie avec Tyrion Lannister. Elle est pour toi, Ezor, celle-là. C'était quoi le titre? C'était. Alors, Drozo dit, si ça se trouve, on apprendra la couleur de Vagar dans le Worldbook. Alors oui, on va apprendre toutes les couleurs. On la connaît déjà. Enfin, déjà la Vagar, couleur de Vagar. On la connaît maintenant. On la connaît maintenant, Vagar, puisque George et ses assistantes ont répondu à la question. Mais on connaîtra la couleur de tous les dragons de Feu et Sang, parce que George a donné la liste de toutes les couleurs des dragons pour que les illustrateurs puissent dessiner les trucs. Donc du coup, cette liste-là va être mise en ligne à un moment, j'imagine, sur Westeros, et donc du coup, on connaîtra l'intégralité des couleurs des dragons. Vous vous rappelez de la blague? Par contre, les mecs d'HBO n'ont pas bossé avec la liste, du coup, ça sera pas canon dans leur univers. On verra. Oui, mais attends, parce que George Martin, il a dit qu'il était garant du canon quand même. Hein. C'est vrai. Non, mais vous vous rappelez de la blague qu'il avait faite en 2019 en mode ah oui, non mais maintenant il va falloir que j'écrive un autre bouquin sur la couleur des dragons. Donc il est en train littéralement de faire ça, quoi. Voilà.
A priori, ça va être un peu la seule et unique chose nouvelle qu'on aura dans cet abrégé de Feu et Sang, ça va être la couleur des dragons. Est-ce que vraiment il fallait un nouveau livre pour ça? Je ne sais pas. Mais il y a quand même beaucoup de dragons. Hein. Il y a beaucoup de dragons, il fallait au moins 2 pages. Raton Laveur, un 12 enfants de l'été, nous dit mais vous allez voir, George Martin va nous faire une surprise et il va sortir simultanément The Winds of Winter et A Dream of Spring. Dire bah écoute, vas-y. Ah oui. Non mais moi je suis pour. Attends. Bien, mais, je suis pour. J'aimerais non bien. mais attends, tu vas voir, il va le faire, mais il ajoutera qu'il y a 2 tomes de plus de prévu. Non mais que tout va être découpé et voilà. Le jeu vidéo de Cyanide de 2012 est moins canonique que la série de Weiss et Benioff. Je crois que le jeu vidéo de Cyanide, il est canonique techniquement avec les livres, mais il n'est pas canonique de la série. Enfin, il est pas même s'ils ont repris les éléments, hein. Je crois qu'il n'est pas totalement canonique non plus. Hein. Il est semi. Non, mais il avait quand même, indications, ouais. il avait quand même donné des indices et il avait quand même fait en sorte que ce soit, on va dire, cohérent avec ce que lui il avait écrit. Puis il parlait même de mettre les 2 personnages principaux, de les mentionner dans tout. C'est peut-être ça finalement qui lui pose problème et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à avancer. Voilà. Voilà. Mais non, mais bon. Au pire, il y a plein d'autres livres à lire. Et sinon, vous pouvez devenir fan de Brandon Sanderson. Lui, il a écrit 5 livres pendant le confinement, en plus des livres qu'il était censé écrire. Donc, ma foi, si vous voulez quelqu'un qui produit, vous pouvez devenir fan de Sanderson. Voilà. Mais sinon, on a le prochain Twitch, a priori, qu'on devrait faire, c'est une lecture croisée qu'on fait sur... Attends, c'est bon, je suis en face. Sur l'arcane des épées, la saga de Tad Williams, qui a très largement inspiré George Martin pour sa saga, et on est en train de la relire en commun. Alors c'est un gros bouquin, hein, c'est à peu près 1000 pages, mais on devrait d'ici 3 semaines, quelque chose dans le genre, refaire un Twitch où on vous parlera de ces deux, de ce livre-là et de la comparaison avec ce qu'a fait Georges, ce qu'il en a repris. Il y a beaucoup Spoiler de alerte, c'est pas forcément le livre que je vous conseillerais de lire si vous savez pas quoi lire. Mais bon, hein. On en reparlera. Non mais en vrai, moi pas forcément aussi, mais dans les faits, si vous êtes intéressé par la manière dont Martin écrit, c'est super intéressant à lire quand même. Clairement. Ne serait-ce que pour ça, parce que vous allez vous dire. Ah oui, ok. Donc en fait, moi je trouvais que La Main du Roi c'était une idée cool, mais c'était déjà là. Bon, après, La Main du Roi de chez Tad Williams. Oui, elle a pas du tout le même rôle, mais la terminologie, elle était là, quoi. La terminologie est là. Oui, on est d'accord. Comme d'autres choses, il y a beaucoup d'autres. Comme d'autres choses, il y a plein de terminologies qui sont reprises, quoi. Ouais, et puis des thématiques, Alors, à votre avis, c'est à cause de quoi que GRRM n'arrive pas à terminer Wins? On a un peu répondu au début du Twitch à cette question-là. On a des hypothèses. Hypothèse étant qu'il y a trop de réécriture du bouquin, en fait. Et qu'il n'arrive pas à dire top, j'arrête là et je continue, en fait. On pense qu'il y a déjà quelques versions du livre qui sont passées à la poubelle et qui sont passées à la trappe. Il y a eu du découragement avec la série, probablement aussi. Et une envie de faire autre chose aussi, tu vois. Et puis il a envie de faire autre chose. Peut-être qu'il est un peu dépassé par ses arcs narratifs aussi, hein, parce que mine de rien, il a ouvert tellement de portes que maintenant il faut apprendre à les fermer. Et je pense qu'il a beaucoup de mal à faire le deuil de certaines de ses storylines. Et donc c'est aussi pour ça qu'il a du mal à conclure, quoi. Et puis globalement, le travail, je pense, j'y pensais tout à l'heure, mais le travail de création au début d'une œuvre est souvent beaucoup plus emphatique que dans la conclusion. Et puis ça se ressent généralement aussi auprès du public. Généralement, les gens préfèrent les débuts aux fins. Et terminer, c'est compliqué. Même si je me souviens que c'était le conseil qu'ils donnaient aux jeunes auteurs. Quand on lui demandait quel conseil vous avez à donner aux auteurs, terminez ce que vous avez commencé, déjà c'est pas mal. Voilà, il peut en parler. Justement, il peut en parler, quoi. Voilà. Bon, mais du coup, on va peut-être conclure. On va vous faire beaucoup de bisous. Et puis, on vous remercie tous d'être restés et de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié ce Twitch. Et j'ai pas donné le résultat du sondage sur les bouquins de Martin que vous attendez le plus. On va finir là-dessus. J'avais pas mis.
Hein? Ouais, Sauvé par attends. le Tac, et bah étonnamment, le Who's Who de Westeros, bah les gens ils s'en foutent un peu. On a déjà un super wiki en même temps. C'est ça. Ouais, mais il sera mieux illustré quand même que ton wiki. Ouais, et puis il sera peut-être responsive parce que le wiki, hein. Bon, bref. Écoute, Chris, si tu as une critique. Après, on a Fire and Blood qui arrive en deuxième position en partant du bas. Et après, à 2 voix d'écart, la 4e nouvelle de Dunkelhoff et Blood and Fire sont au même niveau. Mais on a quand même 33% des gens qui ont voté. Rien, je fais du boudin jusqu'à ce que tout sorte. Voilà. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, c'est vraiment le revoir. C'est la bonne. C'est la Allez. bonne. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous retrouve du coup pour notre prochain Twitch, probablement début avril, pour parler de l'arcane des épées. Et d'ici là, bonne soirée et à très bientôt. À bientôt. Merci. Bonne nuit. Salut. Salut!